Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition Sénat 360. La contestation se poursuit en France. Manifestation contre la loi travail, mouvement Nuit debout. Même si les rassemblements du 1er mai ont été modestes hier, le contexte social reste explosif. De quoi cette mobilisation est-elle le nom? Quelle réponse lui apporter? Analyse et débat dans cette édition. Refondation de l'école peut mieux faire. Des assises se tiennent à Paris aujourd'hui et demain pour dresser le bilan de cette réforme, mais aussi reconquérir le monde enseignant, déçu par 4 années de présidence Hollande. Une prime de 800 € par an pour les professeurs des écoles devrait être annoncée. Suite de l'examen au Sénat de la loi numérique, cet après-midi, les sénateurs s'intéressent au e-sport. La création d'un statut professionnel pour les joueurs de jeux vidéo pourrait être votée. Décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct. Le multiplex, c'est tout de suite. Un 1er mai émaillé d'incidents. Hier, si la mobilisation a été plus faible que prévu, la tension était particulièrement forte, avec une dizaine d'interpellations et 2 blessés légers, tandis que des échauffourées ont encore éclaté, place de la République, autour du mouvement Nuit debout, signe d'une contestation sociale qui se durcit. Stéphane Amalian. Des débordements jamais vus pour la fête du travail. Le gouvernement, dans un communiqué, pointe du doigt une minorité violente et marginale, les casseurs. Mais pour certains, la police a une part de responsabilité. Selon Olivier Besancenot, les forces de l'ordre ont bloqué le cortège beaucoup trop longtemps. Hier, ce qui était mis en cause, c'est le droit de manifester. Voilà, quand vous avez un dispositif policier qui s'immisce au sein des manifestations, c'est périlleux pour la sécurité de la manifestation, pour les forces de l'ordre elles-mêmes d'ailleurs. C'est pour ça que mon problème, c'est pas tant les forces de l'ordre. Mon vrai problème, il est politique. C'est la stratégie du gouvernement. Je crois qu'il y a une tentative de stigmatiser, de diviser le mouvement et puis de faire peur aux gens. Même constat pour Philippe Martinez. Le patron de la CGT souhaite faire la clarté sur les ordres donnés par le ministère de l'Intérieur. La police, qui a essuyé des tirs de projectiles, a dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Ce 1er mai mouvementé est marqué par les contestations contre le projet de loi El Khomri, alors que le mouvement Nuit debout continue. Pour l'opposition, le gouvernement porte l'entière responsabilité du climat social tendu. Une fois qu'un mouvement social et politique, parce qu'il y a beaucoup de politique dans tout ça, est lancé, il est bien difficile de le faire arrêter. Et malheureusement, nous sommes arrivés à un degré de dégradation de la situation qui humilie l'autorité de l'État. Les tensions devraient rester vives dans les prochaines semaines. L'Assemblée nationale examine le projet de loi El Khomri dès demain. Opération de communication pour les uns, vrai bilan de la refondation de l'école pour les autres. Pendant 2 jours, le gouvernement va tenter de reconquérir le monde enseignant en défendant la réforme de l'éducation mise en place depuis le début du quinquennat de François Hollande. Sandra Cerquera. Ils ont choisi de se montrer ensemble, 3 ministres de l'éducation du quinquennat Hollande, histoire de prouver que le camp socialiste est soudé lorsqu'il parle éducation. L'objectif de ce colloque sur la refondation de l'école, faire le bilan et défendre ainsi les réformes réalisées depuis 2012. Que vous preniez la réforme des rythmes scolaires qui a fait beaucoup couler d'encre, que vous preniez la réforme du collège qui en a fait couler aussi, que vous preniez la réforme de l'éducation prioritaire. Toutes ces réformes, évidemment, modifient les organisations des acteurs en présence. Et donc, par définition, elles sont difficiles pour beaucoup d'entre eux. Des réformes difficiles à accepter par une grande partie du corps enseignant, déçu du gouvernement, malgré les créations de postes. À l'extérieur, les syndicats enseignants ne mâchent pas leurs mots, dénonçant même une opération de com'. Nous n'avons pas pu rencontrer la ministre depuis plus d'1 an, qui occulte véritablement la parole des enseignants. C'est de la mise en scène. Je veux dire, il y a certains établissements qui n'ont pas les moyens de travailler, là on dépense de l'argent là-dedans. Pourquoi ? À 1 an de la présidentielle, ce colloque a tout l'air d'une tentative de reconquête. Une augmentation de la prime accordée aux professeurs des écoles a été annoncée. Manuel Valls devrait en préciser les contours demain, lors du discours de clôture. Après EO la gauche, le Parti socialiste part en campagne pour dire que tout n'est pas mauvais dans la politique menée par la gauche depuis l'élection de François Hollande en 2012, sur fond de forte division à gauche. Flora Sauvage. C'est l'heure de la reconquête au Parti socialiste. À 1 an de l'élection présidentielle, le premier secrétaire du PS a défendu ce matin devant la presse le bilan du gouvernement. Il était accompagné de Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Loin du mea culpa, Jean-Christophe Cambadélis préfère voir le verre à moitié plein. Ce que nous disons, c'est que tout n'est pas parfait.
Mais il est faux de dire que tout a été mal fait. Les idées reçues, ça suffit. À l'aide de 5 clips et de 60 cartes postales, à la gloire du gouvernement, le Parti socialiste entre en campagne. Face à la multiplication des initiatives pour reconquérir l'électorat de gauche, le PS veut jouer son rôle, au risque de brouiller le message. Nous ne sommes pas ici pour la parole unique, et donc que chacun, dans ses responsabilités, décline ce en quoi il croit aujourd'hui. Ce qu'il a fait, ça me semble être une bonne politique, à partir du moment où on est dans la cohérence, où ça ne donne pas une image de désordre. Après le mouvement Et haut la gauche de Stéphane Le Foll, c'est au tour du Parti socialiste de lancer sa campagne de communication. L'objectif est le même, vanter la politique du gouvernement. Je vous le disais en titre, l'examen de la loi numérique se poursuit au Sénat et les sénateurs vont se pencher sur le statut des joueurs vidéo afin de donner un cadre légal à cette activité. Alors pour en parler, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec le sénateur socialiste Jérôme Durain. Jérôme Durain, vous avez récemment rendu à Manuel Valls un rapport sur ce monde des jeux vidéo. Vous formulez 11 propositions dans ce rapport, parmi lesquelles justement la création d'un statut de joueur professionnel. En quoi est-ce urgent de réguler cette activité ? L'activité compétitive des jeux vidéo, l'e-sport, c'est une activité qui se développe. L'e-sport, qui se développe au niveau international de façon très très importante. Et il y a une place à prendre. La France dispose de joueurs motivés, d'éditeurs de logiciels, d'équipes assez compétitives, d'un écosystème qui est très favorable. Il se trouve qu'on est dans une situation législative avec beaucoup de bricolage, beaucoup d'amateurisme, et il y a beaucoup de choses à changer, notamment les contrats de travail. Aujourd'hui, c'est un monde opaque, il n'y a aucune régulation de cette activité ? C'est un secteur émergent, donc le dispositif législatif et réglementaire est assez balbutiant, et les compétitions elles-mêmes sont interdites. Alors c'est ça, c'est qu'aujourd'hui il y a un vide juridique, les compétitions de jeux vidéo sont interdites par la loi, mais elles ont lieu de fait. Elles ont lieu de fait, il y a une tolérance administrative et judiciaire, mais effectivement, on est sous l'épée de Damoclès d'une interdiction qui peut toujours tomber. Donc comment encourager l'essor d'un secteur quand on sait que du jour au lendemain, ça peut être interdit ? C'était un des sujets de notre rapport. Alors que crée le texte, que propose cette loi ? Le texte, il propose déjà d'arrêter d'assimiler les compétitions physiques de jeux vidéo aux loteries. C'est le cas actuellement. Ça n'a rien à voir. On était dans le domaine des jeux d'argent, donc on dit c'est un statut spécifique qu'il faut. C'est ce qu'on propose cet après-midi par voie d'amendement. Elles seront désormais autorisées avec un modèle d'autorisation qui s'appuiera sur l'organisation du modèle économique de la compétition. D'accord. Et également donc la création d'un statut de joueur professionnel pour protéger ces joueurs ? Tout à fait. Là, on est aussi dans le bricolage. Il se trouve qu'il y a des joueurs professionnels qui vivent des contenus qu'ils diffusent sur Internet, du casting, qui vivent des prix qu'ils arrivent à obtenir en compétition, mais ils ne sont pas rémunérés par leurs équipes pour leur entraînement ou pour leur participation à des compétitions, mais pour des droits à l'image, des animations qu'ils font. Donc ce n'est pas totalement satisfaisant. Les joueurs, d'ailleurs, vont à l'étranger pour développer leur talent. Et nous, on a envie qu'il y ait des événements en France et des joueurs en France. Alors justement, quel est l'enjeu au final pour la France ? C'est d'attirer ces grandes compétitions de jeux vidéo sur le territoire français, c'est ça ? C'est déjà, dans un premier temps, de rendre légales les compétitions. Dans un deuxième temps, de conserver ici en France nos joueurs, d'éviter qu'ils s'expatrient. Et puis 3, évidemment, de faire de la France une terre d'accueil pour ces compétitions pour lesquelles on a plein d'atouts. Et quid de la question des jeux d'argent, des compétitions en ligne, des paris en ligne ? Est-ce que ça rentre dans votre réflexion également ? Alors, pour tout ce qui concerne les jeux d'argent et les paris en ligne, on a une autorité de régulation qui est l'Argel, qui fait très bien son travail et qui peut veiller à ce que sur les compétitions d'e-sport, il n'y ait pas de paris illégaux. Donc, on entre tout à fait dans le domaine de compétence de l'Argel. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme Durain, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup, Saveria, pour cette réaction. Les coulisses des négociations du TAFTA révélées par le journal Le Monde. Il publie les documents que Greenpeace a pu se procurer. L'ONG s'inquiète de voir notamment disparaître la notion de principe de précaution. Explication Géraldine Bavoilo. 3 ans après le début des négociations, Greenpeace a réussi à se procurer des documents confidentiels sur le projet de libre-échange transatlantique. Négocié dans la confidentialité, le contenu de ce traité commercial entre les États-Unis et l'Union européenne est désormais public. Et d'après le directeur de Greenpeace,
Le document confirme ces craintes. La nouveauté, c'est la position des Américains. Jusque-là, on connaissait à peu près la position de l'Union européenne sur ce grand traité transatlantique. Cette position nous inquiétait déjà parce qu'on avait le sentiment que l'Union européenne était prête à des renoncements sur des règles, des normes qui protègent notre santé, qui protègent notre environnement en Europe. Et là, on découvre à la lecture de ces documents que les Américains sont absolument intransigeants là-dessus, ne veulent pas en fait négocier, mais veulent simplement imposer leurs normes comme étant équivalentes à celles qui existent dans l'Union européenne. Les principales inquiétudes de l'ONG portent sur la protection de l'environnement et du consommateur. Le principe de précaution, qui permet de refuser certains produits au nom de la santé ou de l'environnement, ne serait plus garanti. Après 12 tours de négociations, chacun campe sur ses positions. Pour Philippe Dallier, si les négociations n'avancent pas, le TAFTA n'aboutira pas. Si les États-Unis ne changent pas de point de vue, oui, c'est très mal parti. Donc après, ça sera à eux de choisir. Donc il est certain que l'Europe, je l'espère, n'a pas l'intention de céder aux exigences des Américains telles qu'elles sont définies dans ce document. Greenpeace espère que la publication de ces documents va permettre de lancer un débat public. Le gouvernement avait déjà émis ses réserves quant à la signature de ce traité et l'horizon d'un accord fin 2016 semble encore s'éloigner. Et on va retrouver Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec Corinne Bouchoux pour une réaction justement à ces négociations qui inquiètent, on l'a vu. Corinne Bouchoux, après justement les révélations faites par Greenpeace ce matin de ces documents, est-ce que vous dénoncez également une atteinte au principe de précaution dans ces négociations sur le TAFTA ? Alors écoutez, pour être sincère, 248 pages, 15 chapitres, j'ai regardé les principales têtes de chapitre et un petit peu l'enjeu du sujet. En tout cas, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe, si vous voulez. Il y a deux soucis. D'abord la méthode, c'est-à-dire qu'on est dans une relation totalement asymétrique avec une opacité totale, y compris pour les parlementaires européens, y compris pour nous. Une collègue, Sophie Joissaint, a essayé le 6 avril d'accéder aux documents. Visiblement, elle a eu beaucoup de mal et elle s'en est plainte au président du Sénat. Donc il y a deux soucis, l'absence de transparence et puis d'autre part, maintenant on le sait depuis ce matin, un certain nombre de mesures qui sont totalement asymétriques. Alors, visiblement, dans ces documents, le commerce ne serait plus soumis, selon ce projet d'accord, à des objectifs de réduction des émissions de CO2, ce qui, effectivement, serait un oubli de ce principe de précaution qui est pourtant inscrit dans la loi en France. Alors écoutez, dans l'État et de ce que j'ai pu lire, et j'ai été en contact avec les parlementaires européens, effectivement, ce qu'on a pu voir en l'état du document ne nous satisfait pas, puisqu'il est question effectivement de pouvoir s'exonérer des deux contraintes que vous avez citées, qui sont pour nous écologistes extrêmement importantes. Donc nous sommes, je le répète, mécontents de la méthode et mécontents du contenu sur ce point. Greenpeace, ce matin, demande l'ouverture d'un débat public sur cette question. Est-ce que vous soutenez cette demande ? Écoutez, en tout cas, il faut que les choses soient faites autrement. À l'évidence, il faut qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus transparent, notamment avec la représentation nationale. Quelque chose ne va pas à l'évidence. Manuel Valls lui-même avait émis des doutes la semaine dernière sur le fait que la France signe le traité, en tout cas en l'état. Nous sommes trop loin du compte, dit-il, car effectivement, il ne garantit pas le niveau d'exigence de la France en matière de santé et d'environnement. Mais que peut faire la France à ce niveau-là ? On sait aussi que Barack Obama et Angela Merkel ont conjointement défendu l'aboutissement des négociations. Donc, que peut faire la France à ce stade ? Alors écoutez, c'est la bonne question. Ça s'appelle la politique, ça s'appelle un rapport de force. Comment le gouvernement peut-il peser avec quels arguments ? Ça nécessitera peut-être un rapprochement avec nos amis allemands. Donc ça nécessitera peut-être aussi que nous mettions un petit peu d'eau dans notre vin quant à certains sujets. Je pense à la question des migrants, où nous avons énormément cogné la position des Allemands, y compris en Allemagne. C'était peut-être pas la chose la plus facile à faire. Donc moi, je pense qu'il faut créer le rapport de force avec nos amis allemands, se remettre autour de la table. En tout cas, ni pour l'environnement, ni pour l'agriculture, c'est acceptable. Oui. Pardonnez-moi, créer un rapport de force de quelle manière avec l'Allemagne ? Écoutez, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se parle, il faut que l'on voit, nous, ce à quoi nous tenons le plus. Il y a des choses non négociables. Le CO2 et le principe de précaution, pour nous, écologistes et en France, ça n'est pas négociable. Après, c'est un enjeu de voir sur quel point on peut laisser du lest. Je signale quand même de ce que j'ai vu, il y a 5 sujets sur lesquels on n'a aucun document ce matin. Donc effectivement, il faudrait voir ça de façon plus fine. Mais en tout cas, c'est une alerte et je félicite Greenpeace Pays-Bas qui a lancé un signal d'alarme qui va alimenter un débat pour tous. Très bien. Merci beaucoup Corinne Bouchoux d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria, et c'est une conséquence directe de leur présence hier aux côtés de Jean-Marie Le Pen lors du rassemblement du 1er mai. Le bureau politique du FN a adopté aujourd'hui une motion demandant à Marie-Christine Arnautu et Bruno Gollnisch de quitter leurs fonctions au bureau exécutif et au bureau politique du parti.
Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Alain Fouché, sénateur LR de la Vienne. Pour lutter contre le chômage, il mise sur la proximité et l'échelon local. Il a créé, vous allez le voir, la Maison des services publics, une structure originale qui met en relation les entreprises avec les demandeurs d'emploi. Avant d'en parler avec lui, on regarde le reportage de Mounir Soussi. Alain Fouché, ancien avocat. Je suis sénateur de la Vienne depuis 2002. J'ai été maire de cette ville que vous voyez derrière moi pendant 20 ans. Durant ce mandat, à la tête de Chauvigny, 7000 habitants, situé à 25 km de Poitiers, Alain Fouché s'est impliqué pour maintenir les administrations dans sa commune en créant cette maison des services publics et de l'emploi, le seul lieu où les chômeurs du territoire peuvent effectuer leurs démarches. Donc, il était important pour nous d'avoir une structure de proximité parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer. Alors, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, qui viennent nous voir. Et qu'on aide, on a des contacts parce nos équipes sont en contact avec les entreprises pour leur trouver du travail. Installé ici depuis 15 ans, l'établissement propose de nombreux ateliers pour guider les demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle. L'objectif, c'est pas de faire à leur place, mais c'est vraiment de les accompagner. Donc on vient vraiment en soutien du public. En fait, le but, c'est de faire un CV avec une lettre de motivation. Moi, je suis juste à côté. Donc, moi, ça me va de venir... je suis à 5 minutes d'ici. Donc, ouais, c'est vrai que ça me posera un problème, oui, c'est vrai, d'aller à Poitiers. Faciliter les démarches en proposant un guichet unique, c'est le pari de cette structure. La centralisation profite aussi aux équipes de la mission locale en charge des dossiers des moins de 25 ans. Nous, le fait déjà de pouvoir bénéficier effectivement de locaux donc sur le territoire du Chauvignois, ça nous permet d'avoir un accueil de proximité vis-à-vis des jeunes que l'on accompagne. Et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir être avec d'autres partenaires qui sont présents dans cette maison des services publics et de pouvoir échanger. Partenaire le plus important, Pôle emploi possède une antenne et assure plusieurs permanences hebdomadaires. Les profils des 4000 personnes prises en charge chaque année sont décortiqués par les agents qui ont une bonne connaissance des entreprises du territoire et de leurs besoins. Quand on accueille un demandeur d'emploi qui recherche dans un domaine bien précis, on prospecte les entreprises directement et on met en relation le demandeur d'emploi avec l'entreprise en direct. Les entrepreneurs de cette zone d'activité font régulièrement appel à ce service. Ce gérant de société a embauché Amandine il y a 4 ans par ce biais. La Maison de l'Emploi a joué le rôle de département des ressources humaines en allégeant le processus de recrutement. Voilà l'atelier de production. Moi, je leur envoie petit peu le poste que je souhaite et en règle générale, ils me trouvent systématiquement la bonne personne du premier coup, ce qui est facile pour nous puisque ça nous évite de passer des dizaines d'heures à éplucher des CV, à essayer de trouver des personnes. Voilà, tout est préparé, pré-mâché par la Maison de l'Emploi, c'est parfait. Le sénateur a aussi œuvré pour la création de cette pépinière d'entreprise. Le département a mis à disposition des locaux et débloqué des fonds pour renforcer l'attractivité du territoire. Une stratégie que le sénateur avait déjà utilisée à une plus grande échelle en 2005, en jonglant avec ses différentes casquettes pour attirer un centre d'appel à Poitiers avec 200 emplois à la clé. Quand j'ai présidé le Futuroscope pendant 5 ans, c'est moi qui ai fait venir des grandes entreprises que j'ai démarchées comme président de département et sénateur. Les deux ont aidé. Et quand on est parlementaire, la signature de Carglass, ça s'est fait au Sénat. Ça s'est fait au cours de réunion au Sénat. Ça ne s'est pas fait ici. C'est là-bas, avec les patrons de Carglass. Le nombre d'emplois est plus modeste sur la zone. Une trentaine de personnes travaillent ici. La construction d'un nouveau bâtiment est en projet. 2 entreprises sont déjà candidates pour s'implanter. Elles contribueront à la création d'emplois locaux dans ce département où le taux de chômage est légèrement inférieur à la moyenne nationale. Alain Fouché, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains de la Vienne, merci d'être avec nous. Alors on l'a vu dans ce reportage de Mounir Soussi, des offres d'emploi sont ciblées au niveau local et cette structure que vous avez créée fonctionne bien, ces résultats sont probants. Est-ce qu'on pourrait la transposer au niveau national selon vous? Oui, d'abord, dans cette structure qui concerne une petite partie du département, on reçoit 4000 personnes par an. Donc ça peut se transposer un peu partout. Au départ, c'était prévu dans la capitale régionale Poitiers, mais moi j'ai souhaité, quand je présidais le département, que les choses soient réparties sur l'ensemble du territoire. Et il faut le faire sur l'ensemble du territoire. C'est aujourd'hui, alors que la loi Borloo était pour, après elle était contre, le gouvernement actuel était contre, maintenant il est pour. Bon, aujourd'hui,
on va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des maisons de l'emploi dans lesquelles il y aura même à certains endroits des bureaux de poste ou des choses comme ça. Donc c'est des maisons au service de l'emploi, des maisons de service au public. Ouais. Il faut décentraliser la gestion de Pôle emploi au niveau régional, c'est ce que vous dites aussi? Alors il faut décentraliser au niveau régional, mais bien sûr, aujourd'hui c'est sur Bordeaux, mais il faut décentraliser au département, il faut décentraliser dans la ruralité. Parce que vous avez des gens qui ont des revenus très faibles, le RSA, etc. Ces gens ne peuvent pas se déplacer. Donc en ayant cette structure avec la mission locale, avec Pôle emploi, avec la cellule pour l'emploi du département, avec d'autres partenaires qui sont là, les gens sont à proximité et on les écoute. Et les équipes qui travaillent avec moi appellent directement les entreprises. On leur apprend à faire les CV, mais on appelle directement les entreprises pour leur trouver un emploi directement. Donc c'est difficile, le secteur est difficile. Il y a des entreprises qui ont des difficultés, mais on a un certain nombre de réussites. Ouais. On le voit, hein, les entreprises jouent le jeu, mais ça concerne les métiers les moins qualifiés. Quelles solutions pouvez-vous apporter pour les chômeurs diplômés? Alors pour les chômeurs diplômés, là aussi, on est en contact avec un certain nombre d'entreprises qui se situent plus sur Poitiers. Bon, mais il y a des métiers sur lesquels on ne trouve pas de gens, malheureusement. Tout ce qui concerne la chaudronnerie, alors qu'il y a la centrale nucléaire à côté, on ne trouve pas de gens. Vous savez qu'en France, j'ai fait un rapport ici à la délégation de la prospective sur les métiers de demain. Il y a à peu près 20-30 000 personnes dont on ne trouve pas de recrutement en matière informatique. Donc je veux dire, il faut pousser les gens qui ont un certain nombre de diplômes vers des métiers qui existent et qui ne trouvent pas de personnel. On sait que le Sénat lance une commission d'enquête sur les chiffres du chômage, mais aussi sur les politiques publiques en matière de lutte contre le chômage. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore essayé, selon vous, justement, pour faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi? Ce qu'il faut faire vraiment, c'est la réforme de la formation professionnelle. Parce que tout le monde fait la formation professionnelle et tout le monde est d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas bien. Quand quelqu'un, par exemple, fait une formation, il fait sa formation pendant un certain nombre d'années parce qu'il y a un métier au bout. Et si, en cours de route, le métier disparaît, il continue la formation. Il faut faire des formations transversales, ça veut dire que la personne fait plusieurs formations au bout de quelques années, ce qui fait que si tout d'un coup le métier n'existe plus, elle peut aller autre part. Et il faut faire de la formation duale, comme j'ai vu en Allemagne. Les élèves, à l'âge de 10 ans, dès l'âge de 10 ans, ils font 60% du temps en entreprise et 40% en formation théorique. Donc il faut vraiment réformer la formation professionnelle qui, en France, sous tous les différents gouvernements, ne fonctionne pas bien. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à effacer un peu le consensus, le clivage droite-gauche, justement, sur cette question et à soutenir le gouvernement en faveur de la formation sur cette question, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il y a quelqu'un qui a fait une proposition très intéressante, c'est Jean-Pierre Raffarin, avec lequel je suis élu dans le département de la Vienne depuis longtemps. Il a proposé, sur ce sujet particulier, d'effacer tout ce qui concerne les dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord, mais il a proposé au Premier ministre de travailler ensemble sur l'emploi. La proposition a été faite, les deux étaient d'accord. Et en fait, le gouvernement n'est pas d'accord, les partis n'étaient pas d'accord, et malheureusement, ça ne se fait pas. Et ces choses-là ne se font pas. C'est comme ça que, s'il n'y a pas de création d'emploi, c'est comme ça que vous verrez arriver le Front National. Croyez-moi, c'est très dangereux. Il faut travailler ensemble sur certains dossiers, enlever les clivages politiques, sur celui-ci en particulier, parce qu'il est prioritaire. Si on ne réussit pas ça, je peux vous dire, c'est l'extrême droite qui sera au pouvoir dans quelques mois. Alain Fouché, au Sénat, vous êtes également connu pour être le défenseur des automobilistes. On se souvient de votre coup de gueule contre les radars pompe à fric, vous l'aviez dit sur notre antenne. Vous demandiez aussi l'indulgence pour les petits excès de vitesse. Comment êtes-vous devenu finalement le porte-parole des automobilistes ? Parce que je reçois des gens dans mes permanences, je fais beaucoup de permanences, et je reçois des pauvres gens qui vont au boulot tous les jours et qui, quand ils traversent une commune, quand ils sont à 35 à l'heure, on leur colle un PV et puis on leur enlève un point. Et ces gens n'ont pas les moyens de racheter des points. Celui qui a une Ferrari, celui qui a une Rolls, il peut acheter des points. C'est illégal, mais ça se fait sur Internet, sur les chaînes étrangères. Il achète des points, 1000 € parce que quelqu'un de la famille vend un point. La personne, le travailleur, qui va tous les jours au travail, lui, il ne peut pas acheter de points. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il perd ses points. Il perd ses points et puis il conduit quand même sans points. Vous avez 500 000 personnes en France qui conduisent et qui n'ont plus de permis de conduire. Vous avez même des chauffeurs de taxi comme ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai proposé, c'est qu'il faut freiner ça et aussi quand les gens dépassent jusqu'à de 0 à 10
la C'est vitesse. pas toujours bien compris, ça par les de 0 à 10, associations la de vitesse, victimes on leur- d'accidentés de la route. De 0 à 10, on ne leur met pas d'amende. Oui, les associations de défense des victimes de la route comprennent mal qu'un parlementaire, finalement, puisse avoir ce type de position. Des Qu'est-ce que vous leur associations, il n'y en a répondez pas 50, il y a surtout une personne qui fait beaucoup de bruit. Mais si vous voulez, nous on combat les chauffards, on combat les gens qui provoquent des accidents à cause de l'alcoolémie, à cause de la drogue de plus en plus. Mais les accidents ne sont pas dus à des gens qui conduisent doucement, à des gens qui sont à 35 au lieu de 30, à 53 au lieu de 50. Les accidents sont dus essentiellement aux chauffards, à l'alcool et à la drogue. Et ça, il faut être très sévère. Mais pour le reste, il faut arrêter de pomper les petits et de passer son temps à embêter les gens. Tout ça pour racketter. Parce qu'en fait, ce que veut l'État, racketter, parce qu'il a besoin d'argent, sachant qu'il y a une partie des fonds qui sont récoltés, une grande partie, qui ne sert pas pour faire des opérations de sécurité, mais qui sert pour rembourser la dette. Ouais. Et là-dessus, je me battrai toujours. Autre sujet qui vous intéresse aujourd'hui, vous allez défendre dans quelques instants un amendement dans le cadre du projet de loi numérique, un amendement qui concerne la numérotation des chaînes de télévision. Ça avait déjà été retoqué dans la loi Macron par le Conseil constitutionnel. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, c'était une question de forme. En fait, c'est un amendement qui est dans le but d'avoir une numérotation logique et unique de tous les opérateurs, box, câbles, etc. Je vous donne deux exemples. La chaîne Énergie 12, par exemple, doit être partout la chaîne numéro 12, alors que elle est 123 sur SFR et 208 sur Bouygues. Oui. C'est le cas pour Public Sénat aussi. Chez vous, Public Sénat, c'est encore mieux. Là, cette chaîne, elle est sur Numéricable, elle est numéro 57. Sur Canal Satellite, elle est 106, alors que le numéro logique est 13. Donc ce que je demande, c'est que ce soit les mêmes numéros pour toutes les chaînes et que le CSA, nous, on va voter ce texte, je pense qu'il va être voté tout à l'heure. Oui. Vous avez un avis favorable du gouvernement ? J'ai un avis du gouvernement, je ne sais pas, mais la commission des lois donne un avis favorable. Je souhaite qu'il soit voté parce que pour les gens, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile, c'est plus facile pour tout le monde. Et donc, je crois que c'est un bon texte qui va permettre aux gens d'accéder aux chaînes avec des numéros fixes et non pas aller dans tous les sens. Je crois que c'est un bon amendement, je souhaite qu'il soit voté. Alain Fouché, merci. C'est l'heure maintenant de la chronique décalée d'Alex Darmon. Alex refait le portrait, c'est tout de suite. Bonjour Alex. Bonjour Delphine. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Bon, je suis content de voir Monsieur Fouché, mais je m'adresse pas au sénateur, je m'adresse à l'artiste. L'artiste qui sommeille en vous. Bon, là, il dort un petit peu, mais on va le réveiller, vous inquiétez pas. De toute façon, pour faire de la politique, il faut être un peu artiste, et vous faites de la politique depuis 1969, et votre premier mandat d'adjoint au maire de la ville à Val-d'Ivienne, autant dire que vous connaissez la musique, et c'est pas la seule, vous avez plus de 800 musiques dans votre smartphone. Vous savez tout, comment vous savez ça ? Je suis journaliste. 800 musiques. Alors, comédie musicale, musique tzigane, musique classique et même du métal. Oui, bien sûr. C'est quoi le dernier morceau de métal que vous avez téléchargé ? Alors, je ne sais plus quel est son titre, mais je vais savoir que je vais assister à des concerts rock régulièrement à Paris. Il n'y a pas beaucoup de parlementaires qui vont, de sénateurs qui vont assister à des concerts rock. J'y vais en face du Duc des Lombards. Il y a une boîte de rock ici, j'y vais très régulièrement. Vous allez voir Michel Polnareff aussi ou pas ? Ah, j'irai voir Michel Polnareff, je vais voir... Apparemment, c'est compliqué à remplir. Je suis allé voir Jerry Lee Lewis à Londres, je vais voir Hallyday quand il passe. Mais alors justement, c'est intéressant parce que la musique c'est bien, mais quand on est artiste, il y a aussi la danse, et vous faites des claquettes. J'ai fait des claquettes. Vous avez pris des cours de claquettes ? J'ai fait des claquettes il y a quelques années parce que, en fait, si vous voulez, je voulais être acteur et chanteur. Et quand il y avait mon professeur de philo, voulait m'envoyer au cours Simon. Et quand je suis arrivé à la maison, je ne vous dis pas ce que j'ai pris. On a dit c'est impossible. Alors en fait, je suis avocat, j'étais un peu acteur. Politique, on est un peu acteur. Mais je veux dire, ça m'intéresse beaucoup. Vous auriez sans doute pu faire danser avec le star d'ailleurs, parce que vous avez un très bon niveau physique, une très bonne hygiène de vie. Vous faites attention à votre poids. D'ailleurs, je crois savoir que vous êtes au régime en ce moment. Très peu de sucre. Vous savez, c'est le secret médical. Eh oui, je sais, mais beaucoup de sport, surtout VTT, natation. Vous auriez pu être sportif de haut niveau. Et comme tous les artistes, vous avez du cœur et vous aimez les animaux. Alors, vous avez plusieurs animaux adoptés à la SPA. On a réussi à se procurer les photos Delphine. Regardez, je vous présente Ruben, un Golden Retriever. Oui, un magnifique Golden 16 ans. 16 ans, oui, il tient bien. Hein. Ah ouais, ça se voit. Je vais vous dire, il prend des médicaments qui sont des médicaments qu'on donnerait à un cheval. D'accord. C'est pour ça qu'il tient. Ah bah peut-être qu'il fera de l'équitation. Et puis là, c'est votre chat Filou aussi qu'on peut
peut voir. Regardez, il est très sympa. Il est merveilleux, c'est un chat que j'ai acheté à la SPA parce que je soutiens la SPA et j'apporte de la réserve parlementaire pour la SPA parce que il y a des gens qui balancent des animaux comme ça, c'est dégueulasse. Alors justement, le Parlement avait reconnu aux animaux la qualité symbolique d'êtres vivants doués de sensibilité. Est-ce que vous trouvez qu'on ne parle pas assez des animaux, qui ne sont pas assez au cœur des préoccupations des politiques aujourd'hui? Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il y a des progrès. Vous avez vu ce qui s'est passé pour les abattoirs, vous avez vu des choses comme ça, parce que les animaux, ils souffrent comme nous. Un animal auquel on fait mal, il souffre. Donc je pense qu'il faut faire plus. Et moi, pour ma part, je vais continuer à faire plus, à défendre les animaux et puis à aider la SPA qui fait un travail formidable. En tout cas, ils sont au cœur de vos préoccupations et qui fait un jour peut-être que vous montrerez une comédie musicale, l'histoire d'un chien qui fait des claquettes et qui est amoureux de votre chat. Et pourquoi pas? Et voilà, il fera tout pour le séduire. Girard, vous ferez la mise en scène et moi, je serai l'attaché de presse de ce magnifique show. Je vous embauche comme attaché de presse. Ah, directement. Bon, en tout cas, ça sera dans une autre vie, monsieur le sénateur. En attendant, il reste beaucoup de travail. On a plusieurs vies, vous savez. Exactement. Donc, ça sera ma deuxième vie. Merci, monsieur le sénateur. Merci à vous. Merci Alain Fouché, merci Alex. Il est 17h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. La contestation se poursuit en France. Manifestation contre la loi travail, mouvement Nuit debout. Même si les rassemblements du 1er mai ont été modestes hier, le contexte social reste explosif. De quoi cette mobilisation est-elle le nom? Quelle réponse lui apporter? Analysez débat dans cette édition. Airbnb dénonce l'amendement adopté par les sénateurs. Vendredi, ils ont souhaité rendre obligatoire l'enregistrement des locations ponctuelles via cette plateforme. Airbnb estime que ce vote défavorisera les particuliers au bénéfice de loueurs professionnels. Réaction au Sénat dans un instant. TAFTA, un traité qui inquiète. Greenpeace a pu se procurer des documents sur les négociations en cours du traité transatlantique. L'ONG pointe du doigt le risque de disparition du principe de précaution. Décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste en direct de la salle des conférences au Sénat, Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Opération de communication pour les uns, vrai bilan de la refondation de l'école pour les autres. Pendant 2 jours, le gouvernement va tenter de reconquérir le monde enseignant en défendant la réforme de l'éducation mise en place depuis le début du quinquennat de François Hollande. Écoutez ce qu'en dit Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. L'idée, c'était de faire un point d'étape de la mise en œuvre de la refondation de l'école. C'est pas n'importe quoi la refondation de l'école, c'est pas une réforme par-ci, une réforme par-là. C'est depuis 2012 un effort constant qui a été pensé bien avant l'élection présidentielle de 2012 pour remettre notre système scolaire à l'endroit, d'une certaine façon, pour réinvestir dans notre système scolaire avec des moyens supplémentaires, mais aussi pour le repenser en partant de la base, la priorité donnée à l'école primaire, et pour redonner les fondamentaux à l'ensemble des élèves que nous accueillons dans nos établissements scolaires, dans le cadre d'un système qui se veut plus juste et qui lutte davantage contre les déterminismes sociaux qui ont un tel poids dans notre système. Après EO, la gauche, le Parti socialiste part en campagne pour dire que tout n'est pas mauvais dans la politique menée par la gauche depuis l'élection de François Hollande en 2012, sur fond de forte division à gauche. Flora Sauvage. Les idées reçues, ça suffit. À l'aide de 5 clips et de 60 cartes postales, à la gloire du gouvernement, le Parti socialiste entre en campagne. Face à la multiplication des initiatives pour reconquérir l'électorat de gauche, le PS veut jouer son rôle, au risque de brouiller le message. Je ne suis pas, et nous ne sommes pas ici pour la parole unique, et donc que chacun, dans ses responsabilités, décline ce en quoi il croit aujourd'hui. Ce qu'il a fait, ça me semble être une bonne politique, à partir du moment où on est dans la cohérence, où ça ne donne pas une image de désordre. C'est l'heure de la reconquête au Parti socialiste. À 1 an de l'élection présidentielle, le premier secrétaire du PS a défendu ce matin devant la presse le bilan du gouvernement. Il était accompagné de Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Loin du mea culpa, Jean-Christophe Cambadélis préfère voir le verre à moitié plein. Ce que nous disons, c'est que tout n'est pas parfait. Mais il est faux de dire que tout a été mal fait. Après le mouvement EO la gauche de Stéphane Le Foll, c'est au tour du Parti socialiste de lancer sa campagne de communication. L'objectif est le même, vanter la politique du gouvernement. Au Sénat, suite de l'examen du projet de loi numérique et cet amendement adopté par les sénateurs vendredi, je vous le disais, il rend obligatoire l'enregistrement des locations ponctuelles via des sites tels que Airbnb dans les villes de plus de 200 000 habitants. Ce qui déplaît bien sûr à cette plateforme qui vient de réagir. Pour en parler, on retrouve Saveria Rojek en direct de la salle des conférences. Effectivement, Airbnb dénonce cet amendement, Saveria. Oui, Airbnb parle d'une mesure qui défavoriserait les particuliers
au bénéfice des loueurs professionnels. Faux, rétorque Philippe Dallier, le rapporteur du texte pour la Commission des finances ici au Sénat. Selon lui, les pouvoirs publics sont légitimes à vouloir réglementer cette activité. Il rappelle surtout que les particuliers pourront continuer à louer, mais en se conformant à la loi. Alors, il faut savoir que certaines grandes villes en Europe sont allées beaucoup plus loin. Par exemple, depuis le 1er mai, sauf autorisation de la ville, il est interdit de louer son appartement entier à Berlin et l'amende peut grimper très haut jusqu'à 100 000 €. Alors l'amendement adopté par les sénateurs vendredi peut rendre lui obligatoire l'enregistrement des locations dans les villes de plus de 200 000 habitants. Le but, bien sûr, c'est d'empêcher les sous-locations illégales et surtout d'éviter, comme l'a expliqué Philippe Dallier, que des villes entières soient transformées en zones de location. Je rappelle enfin que rien que l'année dernière, près de 4 millions de voyageurs ont séjourné en France grâce à cette plateforme Airbnb. Merci beaucoup, Saveria. Un 1er mai émaillé d'incidents. Hier, si la mobilisation a été plus faible que prévu, la tension était particulièrement forte avec une dizaine d'interpellations et 2 blessés légers, tandis que des échauffourées ont encore éclaté place de la République autour du mouvement Nuit debout, signe d'une contestation sociale qui se durcit. Stéphane Amalian. Des débordements jamais vus pour la fête du travail. Le gouvernement, dans un communiqué, pointe du doigt une minorité violente et marginale, les casseurs. Mais pour certains, la police a une part de responsabilité. Selon Olivier Besancenot, les forces de l'ordre ont bloqué le cortège beaucoup trop longtemps. Hier, ce qui a été mis en cause, c'est le droit de manifester. Voilà, quand vous avez un dispositif policier qui s'immisce au sein des manifestations, c'est périlleux pour la sécurité de la manifestation, pour les forces de l'ordre elles-mêmes d'ailleurs. C'est pour ça que mon problème, c'est pas tant les forces de l'ordre. Mon vrai problème, il est politique. C'est la stratégie du gouvernement. Je crois qu'il y a une tentative de stigmatiser, de diviser le mouvement et puis de faire peur aux gens. Même constat pour Philippe Martinez. Le patron de la CGT souhaite faire la clarté sur les ordres donnés par le ministère de l'Intérieur. La police, qui a essuyé des tirs de projectiles, a dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Ce 1er mai mouvementé est marqué par les contestations contre le projet de loi El Khomri, alors que le mouvement Nuit debout continue. Pour l'opposition, le gouvernement porte l'entière responsabilité du climat social tendu. Une fois qu'un mouvement social et politique, parce qu'il y a beaucoup de politique dans tout ça, est lancé, il est bien difficile de le faire arrêter. Et malheureusement, nous sommes arrivés à un degré de dégradation de la situation qui humilie l'autorité de l'État. Les tensions devraient rester vives dans les prochaines semaines. L'Assemblée nationale examine le projet de loi El Khomri dès demain. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Christophe Carèche, bonsoir. Vous êtes député socialiste de Paris. Merci d'être avec nous. J'accueille également Roger Carucci. Bonsoir. Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Luc-Éric Krief. Vous êtes membre de la commission permanente TPE-PME, croissance et développement au MEDEF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Michel Viviorca, bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, mais spécialiste des mouvements sociaux, je le précise. Merci d'être avec nous. Je suis inquiet du climat social, c'est ce qu'a dit Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, ce matin. Est-ce que vous partagez cette inquiétude, Christophe Carèche ? Oui, une inquiétude qui est à la fois liée au mouvement que l'on peut voir et qui par moments dérape manifestement, mais une inquiétude liée aussi à la division syndicale, et notamment par rapport à la loi El Khomri. La loi El Khomri, il y a un certain nombre de syndicats, à la fois de salariés ou d'étudiants, qui considèrent que cette loi va plutôt dans le bon sens. Donc c'est vrai qu'il y a un climat négatif, inquiétant. Bon, j'espère qu'on va surmonter ce contexte. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces mouvements sociaux ? On a vu hier la mobilisation peut-être plus modeste qu'attendue lors du 1er mai, Roger Carucci, mais on sent qu'il y a quand même une tension. Il n'y a pas une tension, il y a un durcissement. On sent que le mouvement est de plus en plus politisé. Ça mobilise peu, mais ça mobilise l'aile dure, avec des dérapages liés aux casseurs. Au-delà du problème social, il y a tout le problème de l'autorité de l'État. On est dans l'état d'urgence, on est dans un système où normalement les forces de police
devrait être concentré sur la protection des lieux et des personnes par rapport au terrorisme, et où, autour de la place de la République, on mobilise des centaines de policiers qui manquent cruellement dans le reste de Paris. Donc, ou bien le gouvernement rétablit l'ordre républicain, parce qu'après tout, qu'il y ait des débats de nuit debout, etc., très bien. Mais pourquoi sur une place publique, après tout, qui prennent un lieu fermé, qui débattent autant qu'ils veulent? Mais le côté, on occupe l'espace public. Le débat n'a pas lieu d'être dans pas sur l'espace public, d'abord parce qu'il y a des riverains qui commencent à en avoir par-dessus la tête, des dégradations, des hurlements et du bruit jusqu'à 6 h du matin. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent là, ils n'ont pas à être les victimes. Et puis au-delà de ça, c'est malsain, parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'organiser des débats de manière coordonnée, que c'est dans la rue. Le pouvoir n'est pas dans la rue, le pouvoir est dans les urnes. Ouais. En tout cas en République. Michel Viviurca, est-ce que vous partagez certains points de l'analyse de Roger Carucci, cette contestation, est-ce qu'il faut qu'elle s'exprime aussi dans la rue ? Écoutez, elle s'exprime là où les gens font le choix de l'exprimer. Le problème pour moi, il est entre les deux niveaux dont on vient de parler, entre le niveau de l'État, du gouvernement, qui... oui, fait son boulot, d'un côté, et le niveau, disons, de certaines parties de la société. Entre les deux, il y a le système politique. Et je pense que si les choses vont si mal aujourd'hui, si on a un tel sentiment de crise, de manque de repères, on ne sait pas très bien où vont les choses. Il y a des gens qui ont moi, j'ai plutôt de la sympathie pour ce mouvement, mais je comprends qu'on en ait peu ou pas. Mais ce que l'on voit tout à fait bien, c'est quand même la crise du système politique, de la gauche classique, de la droite classique, et qu'aujourd'hui, puisque c'est la gauche qui est aux affaires, plutôt de la gauche, et donc dans un climat où il y a une énorme déception par rapport au chef de l'État, dans un climat où le Parti socialiste donne, excusez-moi, cher Christophe, donne une image quand même pas très reluisante, dans un climat où les Verts se décomposent, enfin bref, il n'y a plus de traitement politique possible de choses qui viennent d'en bas. Ouais. Et je pense que tout ça est lié. Ouais. Alors, quelle est la voix du patronat? Quel est le regard sur ce contexte, on l'a dit, social tendu, avec un durcissement, c'est ce que dit Roger Carucci? Alors, première chose, si vous voulez, première réflexion que j'ai, c'est est-ce que c'est vraiment le bel exemple que l'on donne de la France? Quand on voit tous ces casseurs, moi je m'inquiète effectivement pour l'économie, je m'inquiète pour l'image que peuvent avoir les étrangers qui souhaitent venir en France, envie d'investir et qui se rendent compte qu'une poignée de casseurs, parce que c'est quelques centaines, voire quelques milliers, sont capables effectivement de déstabiliser l'État, de tout casser, sans avoir spécialement, on a compté, je crois qu'il y a moins de 50 arrestations, donc il y a peu de répression qui est faite, et ça je crois que c'est vraiment très inquiétant. Et au niveau du patronat, on peut s'inquiéter à la fois sur la dégradation sociale, et je crois que le gouvernement socialiste n'a absolument pas réussi le pacte social qu'il a voulu mettre en œuvre. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui un véritable grand écart qui se creuse entre l'État et la nation. Oui. Ouais. Christophe Caresche, on a entendu à la fois problème d'autorité de l'État, crise du système politique actuel. Cette mobilisation, cette amplification des mouvements sociaux est-elle vraiment le signe d'un véritable malaise aujourd'hui à gauche ? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de spectacle, excusez-moi de le dire, y compris avec des gouvernements qui vous étaient chers, Monsieur Carucci. C'est arrivé dans le passé. Bon. Donc n'essayons pas non plus de voir quelque encore chose... hier, lors du défilé du 1er mai. Oui, mais il faut prendre ça au sérieux et en même temps se dire qu'on est aussi... Je trouve beaucoup dans une pièce de théâtre qui s'est beaucoup jouée dans notre pays et qui continue à se jouer. Et d'ailleurs que les organisations patronales et syndicales jouent à leur façon. Donc, moi, j'appelle tout le monde à la responsabilité, par rapport notamment à la loi El Khomri. Parce que quand on regarde le texte de la loi El Khomri, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont parfaitement d'ailleurs assumables par la gauche, qui vont dans le bon sens. Et je vois quand même des partenaires sociaux, enfin une partie en tous les cas, qui est dans un jeu de rôle que l'on connaît bien, d'un conservatisme et d'un immobilisme absolu. Et quand on voit ce qui s'est dit au congrès de la CGT, on peut effectivement être inquiet par rapport à cette dérive. Je vois aussi un patronat qui parfois en rajoute beaucoup dans la posture. Donc voilà, essayons de sortir de cela. Moi je trouve, et je pense que c'est ce qui désespère beaucoup de Français, c'est de constater précisément qu'on face à un certain nombre de choses, de réformes, eh bien, on a l'impression d'être toujours dans c'est peut-être aussi le problème de stratégie du gouvernement qui n'a pas été assez clair. De confrontation stérile, voilà, de confrontation stérile. Et la question qui est posée, et moi je pense qu'elle est légitime, c'est comment on essaye précisément de dépasser cette confrontation. Et je veux bien prendre ma part de responsabilité. Michel Viviurca, écoutez, je vais me situer uniquement du point de vue de la gauche.
de ce point de vue-là, c'est l'anti-36 en ce moment. Oui. Et demain, on va commémorer Exactement, le les 80 80e ans du Front populaire. Syndicalisme divisé, 36, CGT, CGTU qui se rassemblent. Communistes et socialistes ensemble. Tout ça est aujourd'hui, on en est au plus loin. On est dans une phase de fragmentation du système politique, du système social dans sa relation à la politique, et les événements que l'on voit indiquent qu'il y a malheureusement pas beaucoup de capacité à recréer des dynamiques constructives. Je le dis à gauche, je le dirais encore plus volontiers à droite, mais c'est oui, parce que finalement, est-ce que ce climat social très tendu profite à la droite? On a l'impression que ça profite plutôt aux extrêmes, Roger Karoutchi. Pour le moment, le problème n'est pas de savoir si ça profite à la droite. La droite, elle regarde, pour le moment, la gauche de la rue s'opposer à la gauche des ministères. Mais elle est, j'allais presque dire, elle est peu concernée. Il n'y a pas beaucoup de gens de droite à Nuit debout. Il n'y a pas beaucoup de gens de droite au gouvernement. Donc, à la limite, il y a une explosion de la gauche. Il faut entendre cette crise dans la rue. Il y a une explosion de la gauche. Il y a le fait qu'on arrive aux élections et qu'il y a une tension perceptible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Hollande veut être candidat? Sur quel projet? Sur quel bilan? Alors, on fait des lois, la loi El Khomri, 5000 amendements, pas de majorité à l'Assemblée, probablement le 49-3. Pourquoi? Il y a des choses bien, je suis d'accord avec M. Karesh, dans la loi El Khomri, il y a des choses moins bien. On a beaucoup enlevé de choses, d'ailleurs, dans la loi El Khomri depuis 3 mois. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de majorité. Et comme il n'y a pas de majorité politique, on fait une fin de règne comme on peut. Et c'est plutôt ça, c'est le constat d'un État déficient, parce qu'il n'y a plus de majorité. Vous savez, un gouvernement, quand il n'y a pas de majorité, ça devient un bateau ivre. Oui, avant de donner la parole à Christophe Karesh qui va vous répondre, Luc-Éric Krief, on voit cette loi travail qui cristallise aussi les tensions et qui va certainement mobiliser de nombreux manifestants à partir de demain lors de son examen à l'Assemblée nationale. Est-ce que le patronat a pris aussi sa part de responsabilité, n'attise pas les choses, ne jette pas un peu d'huile sur le feu aussi? C'est ce que disait Christophe Karesh. Moi, je n'ai pas du tout l'impression. Je crois que le patronat s'est positionné de manière claire et définitive. C'est autant la version V1, si je peux l'appeler comme ça, de la loi El Khomri paraissait effectivement être une avancée par rapport à ce qu'on attendait d'un point de vue du climat social et dialogue social, autant la version qui est proposée, qui va être encore débattue à l'Assemblée, a été expurgée de l'ensemble de ceux qui présentaient un intérêt. Donc en fait, si vous voulez, moi aujourd'hui, ce que je constate, c'est au-delà du discours droite et gauche, parce qu'il ne s'agit pas, quand on est patron, de se positionner à droite ou à gauche, c'est de regarder les choses en l'état. Je crois qu'il y a un véritable échec au niveau de la politique du gouvernement, telle qu'elle a été mise en place. Je vais juste faire rappeler à monsieur le député, François Hollande a prévu et a promis en 2012, au bout d'un an, d'inverser la courbe du chômage. On est 4 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. Alors on se gargarise, si vous me permettez, on se gargarise sur les 60 000 emplois qui ont été créés. Mais pour pouvoir embaucher, il faut être encore compétitif. Vous savez, l'emploi ne va pas se décréter sur un simple claquement de doigts. Je ne sais pas, monsieur le député, si vous avez déjà été chef d'entreprise, mais je vais me permettre de vous faire une simple petite leçon, si vous me permettez. Un chef d'entreprise, il est confronté au marché. Vous savez parce que vous êtes élu que vous avez la réalité du marché économique. Oui, mais c'est moi qui vote la loi. Mais vous votez la loi, mais en dépit des fois du bon sens. Alors je vous donne juste un exemple. La réponse. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont confrontés. On n'a pas fait quelque chose pour les entreprises. Vous me permettez que je vous explique. Les entreprises se sont redressées grâce à qui? Laissez-le terminer son explication. Je vous donnerai la parole. Je vais vous expliquer. Depuis 2008, nous sommes dans une crise économique qui n'a de cesse que de durer, d'accord ? Et vous avez votre responsabilité. On a essayé tant bien que mal de gagner en productivité au niveau des entreprises et nous avons atteint aujourd'hui un seuil. D'ailleurs, la plupart des économistes au niveau européen disent que la France, en termes de productivité, ne peut pas faire mieux parce que les gains qui ont été faits sont aboutis et on ne peut pas gagner beaucoup mieux. Le différentiel qui existe avec nos voisins européens qui ont mis en place un certain nombre de réformes, alors on parle de l'Allemagne, mais je peux parler de l'Italie, je peux parler de l'Espagne, du Portugal, etc., ont été des réformes qui étaient volontaristes, qui ont été très pénalisantes au départ, mais qui ont permis effectivement un sursaut de leur économie. On voit bien, aujourd'hui, l'Espagne est sur 0,8 et sur une vitesse de croisière en termes de croissance, alors que la France fait des soubresauts. La réponse de Christophe Karesh. Juste, si vous me permettez, je voudrais finir. Aujourd'hui, la loi El Khomri, elle devait apporter quelque chose de plus au niveau du pacte et de la flexibilité. Vous avez dénaturé, pour faire plaisir aux uns et aux autres, de l'essentiel de cette loi. Pour aujourd'hui, sortir quelque chose qui est une coquille vide. Voilà. Christophe Karesh. Écoutez, dans ces cas-là, on ne votera pas. Oh bah vous voulez pas. Non, mais soyons clairs. Essayez. Si non, mais vous-même, vous dites vous. Je suis quand même. On n'assume plus ses responsabilités en tant que député. Qui a raison? Ce qu'on nous reproche, ce que reprochent les gens qui manifestent là, c'est de trop donner de choses au patronat.
On est d'accord ou pas? Mais ils sont très minoritaires, ces manifestants. Reproché, là. Oui. Non, mais Comment on trouve reproché. Christophe Carrère, comment on trouve un équilibre, justement? Et vous faites une Mais politique qui est trop favorable au patronat. Et je me retrouve devant un représentant du patronat qui nous explique exactement le contraire. Ouais. Exactement le contraire. Donc moi, je suis un Français, pas élu, un Français lambda, etc. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Qui a raison? Dans la rue. Qui a raison? Michel Viviorca, Comment voulez-vous vous on parlait retrouver quand il y a une telle d'affrontements confusion? Il y a une telle confusion qui est semée. Christophe Carrère. Est-ce que 17 000 manifestants doivent dicter le choix gouvernemental? Vous avez aujourd'hui dans la rue 17 000 selon On les ne dicte autorités. pas le choix gouvernemental. La S'il vous plaît, preuve, pour que tout le monde puisse parler sur ce c'est plateau. qu'à l'Assemblée On va nationale, donner la parole à Vous Michel ne disiez pas Viviorca. la même chose quand les pigeons, au début du quinquennat, ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec des mesures du gouvernement et que ces mesures ont été Parce que ça allait dans le bon tendues. sens. C'était Ça allait dans le bon bon, mais sens. c'était pas 17 000 personnes, les Mais pigeons. ça allait- Hein. C'était bon. c'est Mais la dans le bon réalité, sens. Vous avez raison de la faire la réalité, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui de crise politique, de grande crise politique. Nous sommes d'accord. Les uns vont tirer dans un sens, les autres. Mais la réalité, elle est là. On est dans un climat de pré-présidentielle, ou enfin la présidentielle bien même, sûr. elle est lancée. Et donc ça part dans tous les sens. C'est ça qui, moi, m'impressionne à droite aussi bien qu'à gauche. On a le sentiment que ça part dans tous les sens. Et dans ce contexte-là, et là je serais d'accord avec M. Carrèche, moi je trouve que le patronat a repris ses billes par rapport à l'époque du début du quinquennat où il y avait plus de débats, d'ouverture. Voilà, moi, comment je vois Roger les choses. Carutti, oui. Moi, je suis relativement connu au Sénat pour ne pas être un sectaire et voter parfois les textes du gouvernement s'ils conviennent. Mais là, je dois dire qu'on assiste... Vous voyez, Macron 1, on avait dit, j'ai été le premier à dire, je ne suis pas à le voter tel quel. Et puis, au fur et à mesure des évolutions, des transformations à l'Assemblée, arrive ici un texte dont j'ai voté certains articles, mais pas l'ensemble, parce que franchement, ce n'était pas ça. El Khomri, j'ai dit quand j'ai vu le premier texte, pourquoi pas, on peut avancer, amender bien sûr, mais avancer. Et puis au fur et à mesure, on s'est enlevé un certain nombre de choses. Et quand je lis les amendements qui risquent de passer à l'Assemblée, je me dis le texte qui va arriver au Sénat, ça va être la cata. Mais quelque part, quand vous dites, moi j'entends bien, est-ce que le MEDEF, est-ce que machin, très bien. Mais est-ce que le gouvernement ne peut pas, quand il propose un texte, s'y tenir, avoir la force politique de s'y tenir? Le vrai drame, c'est quand un gouvernement n'a plus de majorité et qu'en fait il annonce des textes, il annonce un certain nombre d'évolutions, et qu'avant même le débat parlementaire, il est obligé de revenir en arrière. Ouais. Là, c'est terrible. Oui, la question que je poserais volontiers, c'est de savoir si le gouvernement a préparé ou pas cette discussion. Il y a quand même des interlocuteurs, des syndicats, des patrons. Peut-être on a un membre de la majorité sur ce plateau, on va lui poser la question. Alors, Pour est-ce que répondre. c'est C'est vrai qu'on a beaucoup reproché le manque pourrait- d'impréparation du on pourrait gouvernement. quand même aussi s'interroger sur votre action pendant 10 ans. Parce que honnêtement, une réforme du marché du travail, Vous revenez avant 2012. une réforme du marché du travail, vous n'en avez fait aucune. Si, il y en a eu. Aucune, non. Bien sûr, sur le il y a eu marché les du textes travail. Fillon, il y a eu non, si, sur l'emploi. Oui, Si, sur, bien sûr. sur le paritarisme, sur un certain nombre de choses, mais pas sur, compte aussi. pas sur le marché du travail. Je suis désolé de vous le dire. Bon. Donc il faut quand même que chacun soit un petit peu modeste. Est-ce qu'on a discuté avec les partenaires sociaux? Oui. Et non, parce que la vérité, c'est que les partenaires sociaux n'ont pas voulu se saisir de cette question. Ils n'ont pas voulu se saisir de cette question. Quand le rapport Combrexel a été rendu, la question a été posée aux partenaires sociaux. Ils disent non, ce n'est pas notre priorité. Il y a la discussion sur l'UNEDIC, il y a toute une... Bon, donc le gouvernement, assez logiquement, a dit, bon, puisque les partenaires sociaux ne s'en saisissent pas, moi, je prends mes responsabilités. Donc il ne faut pas venir reprocher maintenant aux politiques, aux députés, aux parlementaires, de prendre leurs responsabilités. C'est ce que nous avons fait. Est-ce que le texte a été dénaturé? Non. Le texte qui sort de la commission, et il y a eu un travail très important de fait, le texte qui sort de la commission est un texte équilibré, je pense. On verra l'issue donnée à ce Il y a des mesures texte. Je voudrais, très importantes Luc-Éric dedans. Krief, sur la réforme du Code du travail, c'est vrai que le quinquennat de Nicolas Sarkozy ne s'était pas frontalement attaqué non plus à cette question. Non, mais d'abord, première chose, j'aimerais faire une remarque liminaire. Les Français ne vont pas juger la politique d'un gouvernement qui soit de droite ou de gauche pour savoir s'il a fait moins bien ou mieux et si le précédent gouvernement a fait moins bien ou mieux. Oui, mais attendez, je pense qu'il faut changer de paradigme.
Et elles Non, ont attendez. fait quand C'est Schröder qui a mené les. Schröder a mené un certain nombre de réformes. Il a été conspué et aujourd'hui l'Allemagne en bénéficie. En 2004. Oui, Allez-y, avant la crise Loïc. économique. Oui, Moi, je veux simplement vous faire une remarque. Je crois que les Français jugeront sur les actions qui ont été menées et non pas sur j'ai fait moins bien, t'as fait moins bien. On s'en fout aujourd'hui de ces débats. Je crois que les Français, si vous voulez, ne sont plus attachés à ça. Ce que les Français veulent, et le patronat est exactement dans la même ligne, ce sont des actes. C'est quelles sont les mesures que l'on met en place et quelles sont les lois que l'on met en vigueur de manière à donner la compétitivité. Nous aussi, on les attend. Le gouvernement Sarkozy a été confronté à une crise majeure au niveau économique. 2008, Ne l'occultez pas. Et je ne vais pas défendre Nicolas Sarkozy dans son jugement. Je ne suis pas là pour ça. En 2008, vous avez une crise économique qui a été mondiale, qui a été d'une ampleur qu'aucun président de la Ve République n'a eu à gérer. Alors ne dites pas, il a fallu sauver les meubles. Et je crois que je pense que la France s'en est plutôt pas trop mal sortie. Je crois que si Nicolas Sarkozy, et sans vouloir le défendre avec véhémence, n'avait pas fait ce qu'il avait fait, je pense que François Hollande aurait récupéré la tête de la France à un niveau qui aurait été encore beaucoup plus dégradé que ceux qu'il a trouvés en 2012. Ceci étant, je crois qu'il y a des mesures et des réformes qui s'imposent en France pour retrouver la compétitivité. Tout le monde s'accorde pour dire que les prélèvements obligatoires sont trop importants. La couverture sociale, elle est un peu trop exagérée, entre guillemets, si vous voulez, et je ne veux pas utiliser un euphémisme, mais par rapport à nos compétiteurs européens et compétiteurs mondiaux. Nous avons aujourd'hui une réforme au niveau de l'assurance chômage qui doit être mise en place parce qu'elle n'est pas très incitative pour le retour vers l'emploi. Il y a des choses simples. C'est pas la mienne. Mais il faut que le gouvernement... Michel Viviorca, je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer sur ce plateau. Oui. Mais faut-il encore que le gouvernement derrière nous appuie? Michel Viviorca, je voudrais aussi qu'on revienne à ce qu'on disait au début avec cette mobilisation. Roger Karoutchi parlait de durcissement. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes? On sait que c'est ce que redoute l'exécutif le plus. Écoutez, je ne crois pas qu'il y a une probabilité forte de, comme vous dites, convergence des luttes. Je crois que ce qui est possible comme convergence, c'est en réalité une convergence à gauche de la gauche. Oui. C'est-à-dire que ces luttes se radicalisant vont chercher un débouché politique chez ceux qui leur parlent un discours radical à l'extrême gauche. Pendant ce temps-là, je crois qu'il faut quand même en dire un tout petit mot. Pendant ce temps-là, et l'échange qu'on vient d'entendre est très clair là-dessus, pendant ce temps-là, que se disent une bonne partie des électeurs? La droite n'a pas marché, ça a échoué. La gauche, ça ne marche pas non plus. Vive Marine. Voilà ce qu'on entend. Vive Marine Le Pen. Et donc, beaucoup d'électeurs... Ah, écoutez, c'est une des sources du populisme ambiant. Oui, c'est ce sentiment d'un échec des deux côtés du système politique. Et dans tout ça, j'ai envie de dire, les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, je dirais, n'apparaissent pas... J'entends votre véhémence, monsieur, mais ça n'apparaît pas comme les gens qui sont centraux dans ce qui s'est passé. Le patronat est classé à droite, les syndicats à gauche, mais enfin, tout ça ne me semble pas peser aussi lourd dans les représentations qui existent dans notre société de la situation. La situation, elle est, bon... Vous l'entendez ce message, Christophe Carrèche? Tout à fait. Est-ce que le gouvernement en tient compte? On sait qu'il reste un an avant à la fin du quinquennat. On voit toutes ces réformes. Le 49.3 qui plane sur la loi travail à l'Assemblée. Oui, bien sûr. Mais d'abord, il y aura un texte. Et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un texte. Bon. Parce qu'il y a évidemment le contexte politique. Il y a aussi ce que nous faisons jusqu'à la fin du mandat. Moi, je n'ai pas été élu uniquement pour préparer ma réélection. J'ai été élu aussi pour faire des choses. Donc, je considère qu'il faut continuer à essayer d'apporter un certain nombre de réformes, etc. Je considère aussi que cette réforme a été mal engagée. On est d'accord. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit. Elle a été mal expliquée. Elle n'a pas été suffisamment, effectivement, concertée. On est d'accord là-dessus. Maintenant, moi, je considère que le texte qui est sur la table peut faire l'objet sinon d'un consensus, d'un compromis positif. Parce que je pense qu'un certain nombre de choses qui pouvaient heurter les uns ont été retirées, et je pense qu'il y a encore un certain nombre de choses qui sont positives, donc qui vont dans le bon sens. Donc l'équilibre, il est bon. Voilà, maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de postures dans ce pays, bon, c'est pas nouveau, et qu'il y a des prises de position qui sont finalement assez éloignées de ce qu'il y a véritablement dans le texte. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on revienne à une discussion argumentée sur ce qu'il y a vraiment sur la table et qu'on puisse essayer d'avancer. Ouais, Roger Karoutchi. Non, mais le problème, bon, on verra ce qui sort de l'Assemblée, je crains le pire. Parce que je pense que le gouvernement va se braquer en disant c'est 49.3 si vous n'acceptez pas, etc. Donc ça va être on dit qu'il manque 40 voix pour faire encore des tensions considérables. Nous, ici au Sénat, naturellement, nous réécrirons le texte.
ça n'ira pas dans le même sens que celui de l'Assemblée. C'est-à-dire que nous ferons en sorte qu'un certain nombre de réformes soient inscrites dans le texte. Après, le gouvernement, on verra comment il fait en commission mixte paritaire. Mais la réalité, je le dis à M. Vievorka, le problème n'est pas de savoir est-ce que tout ça fait monter l'extrême droite. Le problème véritable, c'est que la Ve République est faite de telle manière qu'un gouvernement qui n'a pas de majorité est un gouvernement à la dérive, qu'il soit de gauche ou de droite. Et qu'un gouvernement qui n'a pas de majorité n'y arrive pas, parce que les réformes ne passent pas, parce qu'on est à coup de 49-3, parce qu'il y a une contestation dans la rue. Ça veut dire que si vous voulez rétablir une Ve République digne de ce nom, il faut certes un président de la République, mais il faut une majorité parlementaire stable. Sinon, c'est pas possible. Et c'est pourquoi d'ailleurs un certain nombre de voix se font entendre pour dire non pas c'est peut-être effectivement la réponse, l'alternative. Que vous venez de proposer, mais des gens qui disent il faut passer à la 6e République. Il faut mettre en cause ce modèle, l'amender. On arrive bientôt au terme de ce débat. Pour conclure, oui, Luc, Eric. Oui, juste au niveau de la majorité, on voit bien quand même qu'une fracture. Moi, je vois le rapporteur du projet Sirug, qui est votre collègue, qui a dit d'abord, vous avez raison, il manque 40 voix. Mais rappelez-vous que la semaine dernière, il a quand même dit je ne porterai pas et je ne défendrai pas ce projet de loi El Khomri dans sa version qui est présentée à l'Assemblée. À partir du moment où on veut surtaxer les CDD. Oui, d'accord. Donc on voit bien qu'il y a quand même des propositions aberrantes. Ça vous appartiendra. Mais non, mais attendez, on aura l'occasion de poursuivre le débat une prochaine fois. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités. Merci. Il est 17h30 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Refondation de l'école peut mieux faire. Des assises se tiennent à Paris aujourd'hui et demain pour dresser le bilan de cette réforme et reconquérir le monde enseignant. Déçu par 4 années de présidence Hollande, une prime de 800 € par an pour les professeurs des écoles devrait être annoncée. Suite de l'examen au Sénat de la loi numérique cet après-midi, les sénateurs s'intéressent au e-sport. La création d'un statut professionnel pour les joueurs de jeux vidéo pourrait être votée. Décryptage et réaction à suivre. Après EO, la gauche, le PS part en campagne pour défendre la politique de François Hollande. Tout n'est pas mauvais dans les politiques publiques mises en œuvre depuis le début du quinquennat. C'est le message en substance, alors qu'à l'occasion du 80e anniversaire du Front populaire, le chef de l'État doit conclure demain une journée de débat de la Fondation Jean Jaurès sur la gauche au pouvoir. On en parle avec notre invité, Pascal Horry, historien, auteur de La Belle Illusion. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste en direct de la salle des conférences au Sénat, Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Opération de communication pour les uns, vrai bilan de la refondation de l'école pour les autres. Pendant 2 jours, le gouvernement va tenter de reconquérir le monde enseignant en défendant la réforme de l'éducation mise en place depuis le début du quinquennat de François Hollande. Sandra Sercara. Ils ont choisi de se montrer ensemble, 3 ministres de l'éducation du quinquennat Hollande, histoire de prouver que le camp socialiste est soudé lorsqu'il parle éducation. L'objectif de ce colloque sur la refondation de l'école, faire le bilan et défendre ainsi les réformes réalisées depuis 2012. Que vous preniez la réforme des rythmes scolaires qui a fait beaucoup couler d'encre, que vous preniez la réforme du collège qui en a fait couler aussi, que vous preniez la réforme de l'éducation prioritaire. Toutes ces réformes, évidemment, modifient les organisations des acteurs en présence. Et donc, par définition, elles sont difficiles pour beaucoup d'entre eux. Des réformes difficiles à accepter par une grande partie du corps enseignant, déçu du gouvernement, malgré les créations de postes. À l'extérieur, les syndicats enseignants ne mâchent pas leurs mots, dénonçant même une opération de com'. Nous n'avons pas pu rencontrer la ministre depuis plus d'1 an, qui occulte véritablement la parole des enseignants. C'est de la mise en scène. Je veux dire, il y a certains établissements qui n'ont pas les moyens de travailler, là on dépense de l'argent là-dedans. Pourquoi ? À 1 an de la présidentielle, ce colloque a tout l'air d'une tentative de reconquête. Une augmentation de la prime accordée aux professeurs des écoles a été annoncée. Manuel Valls devrait en préciser les contours demain, lors du discours de clôture. Après EO, la gauche, le Parti socialiste part en campagne pour dire que tout n'est pas mauvais dans la politique menée par la gauche depuis l'élection de François Hollande en 2012. Écoutez à ce propos le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, et le chef de file des députés socialistes à l'Assemblée, Bruno Le Roux. Notre industrie s'est effondrée au cours des 10 dernières années. Il a fallu la reconstruire, parce qu'on ne peut pas créer de l'emploi si vous n'avez pas d'industrie. Donc, nous avons tout fait pour reconstruire un potentiel industriel. Puis après, il y a toute une série de mesures. Il suffit simplement de voir la pénibilité ou ce que nous avons pu faire sur la sécurité sociale universelle. Il y a des droits nouveaux qui ont été constitués. Donc, ce que nous disons, c'est que tout n'est pas parfait,
Mais il est faux de dire que tout a été mal fait. Diversifier les modes d'expression pour arriver à caractériser une action, ça me semble être un principe. Nous ne sommes pas ici pour la parole unique. Et donc que chacun, dans ses responsabilités, décline ce en quoi il croit aujourd'hui. Ce qu'il a fait, ça me semble être une bonne politique, à partir du moment où on est dans la cohérence, où ça ne donne pas une image de désordre. Le désordre, c'est si nous disons le contraire les uns les autres. Aujourd'hui, avec Jean-Christophe Cambadélis, nous disons la même chose. Pascal Horry, professeur d'histoire contemporaine et auteur de La Belle Illusion, culture et politique sous le signe du Front populaire est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Pascal Horry, bonjour. Alors, on célébrera demain les 80 ans du Front populaire. Dans quelle mesure François Hollande peut-il encore se revendiquer l'héritage du Front populaire, selon vous ? D'une certaine façon, parce que le noyau central du Front populaire, c'est quand même le Parti socialiste de l'époque, allié, alors c'est vrai, pas simplement au centre-gauche, aux radicaux, qui à l'époque sont une force considérable, mais aussi allié aux communistes, qui n'est pas tout à fait la situation à l'heure actuelle, avec un mouvement populaire porteur, puisque, comme Léon Blum est juriste très respectueux des règles et des lois, il attend un mois après la victoire électorale pour constituer son gouvernement. Ce qui fait que pendant ce mois, eh bien, la France bouge avec les fameuses grèves, dont il faut préciser à nos contemporains que ce sont des grèves exclusivement du secteur privé, parce que le secteur public considère qu'il n'y a pas motif à faire grève à l'époque. Cette célébration pose aussi la question de la gauche au pouvoir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le quinquennat de François Hollande soit aussi éphémère que les 2 ans de Front populaire ? Pas tout à fait aussi éphémère, parce qu'il aura duré 5 ans. Ouais. Le Front populaire, au fond, il dure 3 ans et au gouvernement à peine 2 ans. Mais avec alors, des réformes de structure très, très importantes quand même. Les accords Matignon, dont le point le plus important, c'est qu'ils s'appellent Matignon. Ça veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les partenaires sociaux sont amenés à se retrouver au niveau national autour d'une table et à ne pas sortir des négociations, puisque le gouvernement Matignon le souhaite avant un accord. Les congés payés, c'est quand même fondateur. Les délégués d'entreprise, c'est fondateur. L'Office du blé, c'est fondateur. Donc, il y a vraiment des réformes de structure qui sont entreprises en l'espace de quelques jours. Et le Sénat approuve ces réformes, alors que ce n'est pas vraiment sa culture politique à l'époque, mais il suit le mouvement, là, le Sénat. C'est un écho particulier, on le disait, avec les mouvements sociaux d'aujourd'hui aussi. La place des syndicats, on en parlait dans notre précédent débat, entre syndicats, patronat. Aujourd'hui, les choses ont complètement évolué, mais peut-être pas dans le sens souhaité en 1936. Le rêve de Blum, précisément, mais des réformistes qui sont souvent minoritaires, au fond, entre les radicaux, mais au sens alors, du radicalisme d'aujourd'hui, Podemos et compagnie, et puis les vrais modérés, les vrais libéraux économiques, les réformistes sont quand même assez minoritaires. Mais c'est Blum. Et eux, ils souhaiteraient que ces accords Matignon deviennent la règle, qu'on entre dans une logique qui serait un peu scandinave. On pense même à des tribunaux d'arbitrage des conflits sociaux. Il y a des tribunaux qui sont mis en place, des tribunaux même de surarbitrage. Et ça ne fonctionnera pas. Donc d'une certaine façon, il y a une chance un peu social-démocrate qui passera, mais d'une certaine façon parce que la société politique française ne la veut pas. La société politique et la société tout court aussi ne la veut pas. Le modèle n'était pas transposable en France selon vous ? Écoutez, moi j'ai ma petite théorie. Un vieux pays d'État comme la France se tourne vers l'État, éventuellement pour l'insulter, mais pour lui demander assistance. Et d'autre part, un vieux pays catholique aussi a des réflexes plutôt communautaires. Le côté expérimental, le côté pragmatique, le côté cherchons le compromis des cultures protestantes, ça, c'est pas tellement français. Mais au moment du Front populaire, il y a eu quelqu'un comme Jean Zay, qui est un ministre radical, c'est intéressant. Donc, plutôt modéré au départ, mais qui n'est pas modérément républicain, comme on disait à l'époque, qui, lui, sera un vrai ministre réformiste et expérimentateur sur le terrain, un peu à la Scandinave. Et là, du coup, je pense que c'est un modèle pour plus tard. On le disait, le Front populaire a été porté finalement par la contestation sociale. Aujourd'hui, finalement, cette gauche au pouvoir qui crée elle-même ces mouvements sociaux, cette contestation et qui pourrait peut-être reproduire l'histoire, on le dit, se répète, un scénario semblable avec les extrêmes aux portes du pouvoir. Oui, mais les extrêmes aux portes du pouvoir, c'est plutôt la situation catastrophique qui avait conduit à la victoire d'Hitler, qui avait conduit du coup Staline, après un an de réflexion, à dire au Parti communiste, maintenant, vous choisissez l'union. Ce n'est pas précisément le cas actuellement. Alors on le disait, le Front populaire, c'était aussi l'alliance à gauche, cette alchimie à laquelle finalement François Hollande n'est pas du tout parvenu aujourd'hui. Les conditions économiques ne sont peut-être pas complètement différentes, il y a une crise économique, mais les conditions culturelles sont très différentes. La montée du populisme fait penser à 1936, parce que la victoire de la gauche a entraîné à l'époque le développement de 2 partis à caractère un peu populiste, dont un qui s'appelle le PPF, qui est une sorte de parti fasciste,
qui a le vent en poupe pendant un an, et puis un parti de droite musclé, le PSF, qui a le vent en poupe pendant plusieurs années. Donc là, il y a un parallèle. Mais en ce qui concerne l'alliance à gauche, en revanche, c'est vrai qu'on ne peut vraiment pas comparer, sauf au moment de la déliquescence du Front populaire. À partir de 1938, là, la gauche a éclaté. On sait que François Hollande doit prononcer un grand discours aujourd'hui. Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous serez un téléspectateur attentif, un auditeur attentif à ce qu'il va dire? Moi, je suis toujours attentif à la manière dont les hommes politiques, ça me paraît très respectable, utilisent l'histoire, bon, à leur profit, bien entendu. Mais je crois que le côté, disons, social-démocrate, on peut le définir comme ça, de François Hollande, peut se situer dans la perspective de Léon Blum. Léon Blum dit clairement, moi je suis un réformiste, j'aspire à plus, je fais de l'occupation de pouvoir, c'est-à-dire j'empêche les, entre guillemets, fascistes, disons l'extrême droite, de venir au pouvoir. D'autre part, j'engage des réformes, donc je fais un peu plus que de l'occupation, de l'exercice du pouvoir. Mais il dit, ce n'est pas la conquête du pouvoir façon Lénine, et j'allais dire, peut-être que c'est fort heureux. Ouais. François Hollande aussi fait de l'occupation du pouvoir, il se veut un rempart contre les extrêmes, c'est la seule chose qu'il faut retenir selon vous? Ah non, les réformes dites sociétales, ça c'est très 21e siècle, le mariage pour tous, etc., ça fait avancer un certain nombre de choses. De toute façon, la loi El Khomri, quel que soit l'État dans lequel elle va se retrouver, et surtout après une éventuelle victoire de la droite dans quelques temps, ça va plutôt dans le sens réformiste souhaité par les vrais sociaux-démocrates. Et à mon avis, François Hollande s'en rapproche. Oui. Alors, le titre de votre livre, c'est « La belle illusion, culture et politique sous le signe du Front populaire ». Aujourd'hui, la place de la culture dans les politiques mises en place depuis 2012 est-elle suffisante? Est-ce qu'on peut là aussi voir des rapprochements entre 1936 et aujourd'hui? Pas vraiment, dans la mesure où clairement c'est en 1936 que se fonde la nécessité culturelle, même le vocabulaire. Pour un ministère de la Culture, c'est une des revendications de 1936, ce qu'on oublie complètement. Et d'une certaine façon, la décentralisation théâtrale, le TNP, Jean Vilar, André Malraux, Jack Lang sont dans cette continuité-là. Ce mouvement-là, actuellement, est fragilisé parce que la culture n'est plus considérée comme une priorité. En 1981, je rappelle qu'il y avait une crise économique profonde. On a dit à François Mitterrand, un autre François, écoutez, la sidérurgie, ça occupe tout l'horizon. Il a dit, d'accord, pour la sidérurgie, mais la culture, je vais en doubler le budget. Et c'était contre-intuitif, ce n'était sans doute pas une si mauvaise idée. Et actuellement, le souvenir du Front populaire est très largement culturel. Les congés payés, la décentralisation théâtrale, le CNRS, le musée des arts et traditions populaires, le musée de l'homme qu'on vient de réinaugurer, ça reste. Donc, je pense que le gouvernement actuel aurait dû peut-être s'inspirer un petit peu plus du Front populaire sur le plan culturel. Oui. Il faut entretenir, selon vous, cette mémoire du Front populaire. Est-ce qu'elle l'est suffisamment aujourd'hui? Je pense qu'elle l'est. La panthéonisation de Jean Zay a permis de mettre en valeur une figure exceptionnelle, mais pas que lui. En même temps, évidemment, il s'agit d'un mythe. Un mythe, ce n'est pas une illusion. Toutes les sociétés, toutes les collectivités ont besoin de mythes, c'est-à-dire d'une histoire qui se raconte, qu'on se raconte et qui donne sens à notre aventure collective. Je crois que nous avons besoin de ce mythe-là, ne serait-ce que pour dire que la France a pu être créatrice, parce que ce qu'elle a fait en 1936, c'était assez novateur sur beaucoup de plans. Et je pense que ça va contre l'idée du déclinisme français. La France est périodiquement, en période de crise extrême, beaucoup étaient déclinistes à cette époque-là déjà, la France est capable de trouver des solutions spécifiques. Ça n'a pas empêché la guerre, bien entendu, mais à la Libération, on a repris les pas du Front populaire. On sait aussi que François Hollande, dans son discours demain, doit parler d'Europe, là aussi. Est-ce qu'il peut s'inspirer de ce qui se passait et de la vision européenne du Front populaire? Là, fort heureusement, il a de meilleures cartes en main, même si le populisme a remonté, parce que face à Mussolini, Hitler et Staline, franchement, la situation était assez désespérée, et on l'a bien vu avec la guerre d'Espagne. Ce qui est fondamental dans le Front populaire, ce sont plutôt les réformes économiques, sociales et culturelles, qui étaient des réformes sur le long terme. Sur le court terme, la guerre est arrivée avec sa grande hache, comme disait Pérec, et a tué énormément d'espoir. Est-ce qu'il y a de la récupération politique aujourd'hui autour du Front populaire, selon vous? Ça me paraît normal, c'est-à-dire que chacun fait son travail. Les historiens ont l'esprit critique, les hommes politiques simplifient et ramènent à eux l'héritage. Je signale que vous étiez tout à l'heure avec Roger Carucci. Roger Carucci n'est pas spécialement à droite sur l'échiquier politique, mais il est biographe d'un ministre, Jean Zay, du Front populaire. Donc il peut y avoir des formes de consensus sur un certain nombre d'objectifs. Vous parliez des avancées sociales, des accords de Matignon, la semaine des 40 heures, et sur ce rôle des syndicats, des partenaires sociaux. Là aussi, François Hollande, finalement, qui voulait faire du dialogue social une méthode de concertation, la mettant en avant. Il a échoué sur ce point aussi, le chef de l'État? Mais il a échoué parce que la société française n'est pas vraiment réformiste. On parle de syndicats réformistes, je crois que c'est assez justifié, la CFDT, la CFTC, etc. Mais force est de reconnaître qu'ils sont moins porteurs du mécontentement que les syndicats, je dirais, moins réformistes. Je ne les qualifierais vraiment pas de révolutionnaires.
sur ce plan-là, c'est la société qu'il faut interroger. Comme la société polonaise ou la société hongroise, on ne peut pas simplement dire les institutions. C'est la société qui ne veut pas de compromis, qui ne veut pas de réformisme. Eh bien, merci beaucoup Pascal Horry d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La belle illusion. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Les coulisses des négociations du TAFTA révélées par le journal Le Monde. Il publie les documents que Greenpeace a pu se procurer. L'ONG s'inquiète de voir notamment disparaître la notion de principe de précaution. Les explications de Géraldine Bavoilot. 3 ans après le début des négociations, Greenpeace a réussi à se procurer des documents confidentiels sur le projet de libre-échange transatlantique. Négocié dans la confidentialité, le contenu de ce traité commercial entre les États-Unis et l'Union européenne est désormais public. Et d'après le directeur de Greenpeace, le document confirme ses craintes. La nouveauté, c'est la position des Américains. Jusque-là, on connaissait à peu près la position de l'Union européenne sur ce grand traité transatlantique. Cette position nous inquiétait déjà parce qu'on avait le sentiment que l'Union européenne était prête à des renoncements sur des règles, des normes qui protègent notre santé, qui protègent notre environnement en Europe. Et là, on découvre à la lecture de ces documents que les Américains sont absolument intransigeants là-dessus, ne veulent pas en fait négocier, mais veulent simplement imposer leurs normes comme étant équivalentes à celles qui existent dans l'Union européenne. Les principales inquiétudes de l'ONG portent sur la protection de l'environnement et du consommateur. Le principe de précaution, qui permet de refuser certains produits au nom de la santé ou de l'environnement, ne serait plus garanti. Après 12 tours de négociations, chacun campe sur ses positions. Pour Philippe Dallier, si les négociations n'avancent pas, le TAFTA n'aboutira pas. Si les États-Unis ne changent pas de point de vue, oui, c'est très mal parti. Donc après, ça sera à eux de choisir. Donc il est certain que l'Europe, je l'espère, n'a pas l'intention de céder aux exigences des Américains telles qu'elles sont définies dans ce document. Greenpeace espère que la publication de ces documents va permettre de lancer un débat public. Le gouvernement avait déjà émis ses réserves quant à la signature de ce traité et l'horizon d'un accord fin 2016 semble encore s'éloigner. Et puis l'association SOS Méditerranée repart pour sauver les migrants. Plus de 1600 auraient été évacués. Écoutez ce qu'en dit la directrice générale de SOS Méditerranée, Sophie Beau. Ce sont des dizaines et des dizaines de bateaux pneumatiques qui quittent les côtes libyennes et qui mettent des centaines de personnes, des milliers de personnes en péril. Ces embarcations sont complètement inaptes à la traversée en mer. On les trouve dans des états catastrophiques, à moitié dégonflés, emplis d'eau, au bout de quelques heures de navigation. Et en novembre 2014, l'opération Mare Nostrum, qui a été menée par les Italiens pendant 1 an, a pris fin sous les pressions de l'Union européenne. Donc on s'est retrouvé avec aucun dispositif de sauvetage en mer Méditerranée dédié au sauvetage pour faire face à une situation complètement tragique. Et pour évoquer cette situation des migrants, on retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la salle des conférences au Sénat avec le sénateur Les Républicains du Pas-de-Calais, Jean-François Rapin. Jean-François Rapin, vous faites donc partie de cette mission du Sénat qui a été mise en place pour justement évaluer l'accord signé il y a un mois entre l'Union européenne et la Turquie sur l'accueil des migrants en Europe. On a entendu ce matin le ministre allemand des Affaires étrangères déclarer que selon Berlin, cet accord fonctionne. Est-ce que c'est également votre opinion? Est-ce que l'accord fonctionne aujourd'hui? Alors c'est une déclaration unilatérale des Allemands. Vous dire sur le terrain s'il y a un ressenti sur le fonctionnement de l'accord, c'est encore très compliqué. Que les Allemands nous disent que l'accord fonctionne, on le comprend aussi, puisque c'est globalement eux qui l'ont signé avec les Pays-Bas, en ayant cette impression que la France n'a pas été au premier plan dans cette discussion. Vous avez le sentiment que l'accord a été d'une certaine façon imposé à la France? Oui, je pense qu'il a été signé peut-être sans son accord, ou en tout cas avec un manque de consultation. S'il y a une mission d'information qui est demandée aujourd'hui, on comprend pourquoi. Alors, chaque semaine, on entend parler de nouveaux drames en Méditerranée. Vendredi dernier, 100 personnes ont disparu au large des côtes libyennes. Est-ce à dire que l'opération Sophia, qui est l'opération anti-passeurs de l'Union européenne, est un échec? Échec, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, les résultats et la confirmation de ce qui vient d'être dit est là pour nous informer que le système, vraisemblablement, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Faut-il, selon vous, enfreindre les eaux territoriales libyennes pour aller directement arrêter les bateaux des passeurs au large des côtes libyennes? Ce qui, aujourd'hui, n'est pas possible pour les frégates de l'Union européenne. Ça deviendra nécessaire.
ça deviendra nécessaire parce que je crois que tout dispositif qui pourrait être mis plus au large ne sera pas suffisant, parce que plus vous élargissez la zone de surveillance... Là, on parle de la phase 3 de l'opération Sophia, qui aujourd'hui n'est toujours pas possible. Tout à fait. Alors, un mot sur la situation des migrants et des réfugiés en France. Vous êtes un élu du Pas-de-Calais. Est-ce que, sur le terrain, vous avez ressenti depuis un mois, depuis la signature de cet accord, la mise en place de cet accord, un changement dans l'afflux, justement, des migrants, en particulier à Calais? Alors, sur Calais, je ne pense pas qu'il y ait un direct résultat de la mise en place de l'accord, parce que Calais, et vous le savez pour en avoir souvent parlé, est surtout constitué d'Afghans, de Kurdes, d'Érythréens, et donc très peu de Syriens. L'accord concerne essentiellement et beaucoup en fait les Syriens. Donc sur Calais, non. Donc l'afflux de migrants est toujours le même aujourd'hui sur la zone de Calais? Oui, avec un meilleur contrôle quand même de la zone dite de la lande, puisque l'État a mis en place un dispositif d'évacuation du sud de la lande. Vous me disiez que vous aviez vu la préfète aujourd'hui justement, et qu'il y a eu un comptage précis qui a été fait. Il nous a fait un point de situation aujourd'hui, nous disant qu'aujourd'hui, selon l'État, il restait 3500 migrants sur la zone calaisienne. Jean-François Rapin, une dernière question. Les Anglais s'apprêtent à voter d'ici un mois pour le Brexit. Est-ce que vous redoutez justement en tant qu'élu local une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? En tant que frontalier de l'Angleterre, je ne souhaiterais pas que les Anglais sortent de l'Union européenne. Maintenant, mais quelles conséquences ça aurait précisément sur le terrain? Sur le terrain, on peut avoir les deux, c'est-à-dire ou une fermeture complète des frontières et de l'Angleterre, entre autres. Et dans ce cas-là, un afflux énorme. Dans ce cas-là, un afflux plus difficile à gérer. Ou alors, la France pourrait prendre des dispositions qui seraient finalement d'ouvrir les frontières et de laisser passer ceux qui veulent passer, parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passerait si la France ouvre les frontières? Ça ferait aspirateur, probablement. Aspirateur, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les migrants viendraient de plus en plus et de plus en plus nombreux, pensant trouver l'Eldorado en Angleterre. Donc vous décrivez une situation incontrôlable pour les autorités françaises? Pour l'instant, oui. C'est pour ça qu'on doit travailler plus en amont. C'est pour ça que l'accord aurait pu être un bon accord. Nous le jugerons au fur et à mesure et au fil du temps et à l'expertise de la mission en particulier. Mais je crois que la situation n'est pas franco-française, elle est vraiment européenne et entre autres méditerranéenne aussi. Très bien. Merci beaucoup Jean-François Rapin d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Retour à présent sur les temps forts de l'examen du projet de loi numérique et on se retrouve juste après. Le déploiement des réseaux mobiles dans les zones rurales n'a malheureusement pas suivi le même rythme d'évolution des besoins et des usages que dans les zones urbaines. Nous le savons tous, la fracture numérique est une réalité pour nos territoires et est au cœur du sentiment d'abandon des populations qui ne disposent que d'une couverture très aléatoire et avec des technologies souvent en retard d'une, voire deux générations. Le programme de résorption des zones blanches initié par le gouvernement, avec le réel soutien des opérateurs, ne répond que partiellement aux besoins des zones rurales mal couvertes. Le présent amendement souhaite aller plus loin et s'inscrit dans les dispositions existantes dans le Code des postes et communications électroniques en matière de partage de réseaux mobiles, et il s'articule en deux mesures. D'une part, il prévoit la possibilité pour l'Arcep, lorsque cela est justifié au titre de l'objet d'aménagement du territoire, d'enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles sur des périmètres géographiques donnés et dont elle encadre les termes. D'autre part, à défaut d'accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d'accès à son réseau mobile en zone rurale. L'ensemble de ce mécanisme peut faire l'objet de sanctions de la part du régulateur. Un tel partage de réseau doit permettre d'apporter une réponse aux territoires, les fameuses zones grises, qui ne disposent que d'une insuffisante couverture et ne peuvent bénéficier des programmes zones blanches, tout en partageant l'investissement nécessaire à l'amélioration de la couverture entre les opérateurs mobiles. Cette logique de mutualisation est reconnue par l'autorité de la concurrence pour la couverture des zones rurales, où l'enjeu concurrentiel est faible, et elle est encouragée par l'Arcep. Nos concitoyens attendent aujourd'hui du Parlement et plus spécifiquement de notre Assemblée un signal fort pour la couverture des territoires ruraux, et la mutualisation proposée offrira donc à la fois une couverture plus étendue,
l'accélération du déploiement des réseaux et une amélioration très attendue de la qualité du service fourni aux utilisateurs. Les obligations réglementaires existent en matière d'infrastructures passives, mais elles ne permettent pas d'aboutir à un taux satisfaisant de mutualisation, puisqu'à ce jour, seulement 31% des sites radio sont mutualisés. Or, les gains de la mutualisation sont significatifs. La mutualisation des réseaux permet d'améliorer la couverture et la qualité de service et a des effets positifs en matière d'environnement en limitant le nombre de points hauts. La mutualisation des réseaux mobiles permet en particulier de lutter contre les zones grises, qui constituent une problématique adjacente à celle des zones blanches, et crée souvent un constat de non-couverture alors même que le territoire est formellement considéré comme couvert. S'agissant des équipements actifs et des fréquences, l'ARCEP pourra préciser les modalités de partage en vue d'améliorer la couverture des territoires tout en préservant les principes de concurrence entre opérateurs. J'émettrai néanmoins un avis de sagesse sur cet amendement. Le constat sur lequel s'appuie cette proposition, il est partagé par le gouvernement. La couverture mobile des zones rurales aujourd'hui est insuffisante. Elle entretient la colère et la frustration d'un nombre important de nos concitoyens et nous avons la responsabilité collective d'y répondre. Mais cette proposition que vous faites, elle soulève à ce stade de très nombreuses questions. D'abord, vous voulez forcer des opérateurs qui ont derrière eux 20 ans de déploiement de réseaux à se marier, à mettre en commun leur réseau, leur propriété privée, même lorsqu'ils ne le souhaitent pas. Dans ces conditions, comment garantir que ce qui est souhaitable pour les populations soit accepté par les opérateurs? Comment garantir que ce partage de réseau soit équitable entre l'opérateur qui accueille l'infrastructure et celui qui est accueilli par cette infrastructure? Comment s'assurer que le résultat du partage des coûts, c'est une extension de la couverture de nouveaux territoires et non pas simplement des économies pour les opérateurs? Et puis comment articuler ce nouveau pouvoir de l'ARCEP que vous suggérez avec les licences qui ont déjà été octroyées et qui sont le principal instrument juridique? Vous l'avez rappelé vous-même à l'occasion des débats sur l'article précédent, qui détermine les obligations de couverture et sur la base desquelles les opérateurs se sont engagés à déployer. Vous voyez, cet amendement n'est pas sans conséquences. Il a potentiellement un impact économico-juridique très important. Il m'apparaît qu'à ce stade, les questions soulevées sont trop complexes pour qu'une décision soit prise ici, dans cet hémicycle. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, je vous demanderai de retirer cet amendement. On a l'impression que l'histoire se répète. En 2002, pas hier, en 2002, j'avais déposé une loi sur l'itinérance locale. Une proposition de loi sur l'itinérance locale qui avait été votée, si je me souviens bien d'ailleurs, à l'unanimité ici au Sénat. Et ça nous a permis d'avancer, mais on voit bien que les listes de communes que l'on peut faire non couvertes ou mal couvertes, c'est toujours insuffisant, puisque finalement, 14 ans après, vous en retrouvez encore 800, si j'ai bien compris. Moi, cet amendement est assez intéressant, mais à vrai dire, je trouve qu'il est insuffisant parce qu'on ne parle pas, il y a le partage d'infrastructures, certes, mais également l'itinérance locale qui existe. La loi fixe ce que c'est et permet de faire de l'itinérance locale, ce qui est encore plus économe pour les opérateurs, c'est-à-dire ils n'ont plus rien à faire sauf un qui autorise l'itinérance locale. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a couverture et couverture. Vous savez, aujourd'hui, avoir la deuxième génération, c'est totalement insuffisant. Pour la plupart de nos concitoyens, ils ont besoin au minimum de la 3G, voire demain même quasiment aujourd'hui, de la 4e génération. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais proposé à Monsieur le ministre Macron que pour ces 800 sites, ainsi fléchés, désignés, eh bien, on les équipe tout de suite de la 4e génération parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Et enfin, il y a la question des zones grises
effectivement, les opérateurs, souvent, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ne veulent pas couvrir certaines zones, importantes parfois, et ce qui est très gênant parce que il faut bien voir que dans le milieu rural profond, il y a de temps en temps des usines, et des usines approvisionnées par des transporteurs, et ces transporteurs, eh bien, finalement, se trouvent souvent, et j'ai le cas dans mon canton, par-dessus le marché, une grosse entreprise laitière, et se trouvent finalement complètement isolés parce que ça n'est pas l'opérateur historique, disons-le, qui couvre cette zone, et je ne sais pas pourquoi ne veut pas. Donc j'aurais souhaité que l'on traite également ces zones grises. C'est important aujourd'hui parce qu'il faut que nos concitoyens aient le choix de l'opérateur et ne se le voient pas imposer. Je vais mettre donc aux voix ces deux amendements identiques avec, je le rappelle, un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Il est 18h sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Y aura-t-il une majorité pour adopter la loi travail alors que le texte arrive à l'Assemblée nationale demain? Les frondeurs l'estiment non votable en l'état. La solidité de la majorité risque de nouveau d'être mise à rude épreuve dans un contexte de climat social tendu et de manifestations émaillées d'incidents entre casseurs et forces de l'ordre. Suite de l'examen au Sénat de la loi numérique cet après-midi, les sénateurs s'intéressent à la mort numérique. On fera le point sur ce texte dans un instant. Refondation de l'école peut mieux faire. Des assises se tiennent à Paris aujourd'hui et demain pour dresser le bilan de cette réforme et reconquérir le monde enseignant déçu par 4 années de présidence Hollande. Une prime de 800 € par an pour les professeurs des écoles devrait être annoncée. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, notre journaliste Saveria Rojek, en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. L'examen du projet de loi numérique se poursuit dans l'hémicycle du Sénat. Les sénateurs qui se penchent sur un autre aspect du texte, la mort numérique. Elle sera désormais encadrée par la loi. De quoi s'agit-il, Saveria ? Alors, que deviennent nos comptes Facebook, Twitter après notre mort? Autant de questions auxquelles s'intéresse justement l'actuel projet de loi sur le numérique. D'ici la fin du siècle, il y aura en effet plus de morts que de vivants sur Facebook. La loi veut donc, comme vous le disiez, remettre de l'ordre en se basant sur un principe simple, permettre à toute personne de son vivant d'organiser l'utilisation de ses données après son décès. En clair, c'est la création d'une sorte de testament numérique. Les citoyens pourront donc désormais proposer des directives aux personnes de leur choix, de laisser ou non des commentaires, mais aussi des données en libre accès. Et c'est là toute l'importance de cette mesure. Un patrimoine numérique peut permettre le fonctionnement d'une entreprise. Il peut aussi contenir des échanges que l'on souhaiterait conserver après sa mort. On peut aussi au contraire vouloir supprimer ces données comme les relevés bancaires. Enfin, et c'est majeur, le texte donne la possibilité aux héritiers des personnes décédées de récupérer ou de supprimer les pages comme les comptes Facebook du défunt. Delphine. Merci Saveria pour ce décryptage. Un 1er mai émaillé d'incidents hier. Si la mobilisation était plus faible que prévu, la tension était particulièrement forte avec une dizaine d'interpellations et 2 blessés légers, tandis que des échauffourées ont encore éclaté place de la République autour du mouvement Nuit debout, signe d'une contestation sociale qui se durcit. Stéphane Amalian. Des débordements jamais vus pour la fête du travail. Le gouvernement, dans un communiqué, pointe du doigt une minorité violente et marginale, les casseurs. Mais pour certains, la police a une part de responsabilité. Selon Olivier Besancenot, les forces de l'ordre ont bloqué le cortège beaucoup trop longtemps. Hier, ce qui a été mis en cause, c'est le droit de manifester. Voilà, quand vous avez un dispositif policier qui s'immisce au sein des manifestations, c'est périlleux pour la sécurité de la manifestation, pour les forces de l'ordre elles-mêmes d'ailleurs. C'est pour ça que mon problème, c'est pas tant les forces de l'ordre. Mon vrai problème, il est politique. C'est la stratégie du gouvernement. Je crois qu'il y a une tentative de stigmatiser, de diviser le mouvement et puis de faire peur aux gens. Même constat pour Philippe Martinez. Le patron de la CGT souhaite faire la clarté sur les ordres donnés par le ministère de l'Intérieur. La police, qui a essuyé des tirs de projectiles, a dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Ce 1er mai mouvementé est marqué par les contestations contre le projet de loi El Khomri, alors que le mouvement Nuit debout continue.
Pour l'opposition, le gouvernement porte l'entière responsabilité du climat social tendu. Une fois qu'un mouvement social et politique, parce qu'il y a beaucoup de politique dans tout ça, est lancé, il est bien difficile de le faire arrêter. Et malheureusement, nous sommes arrivés à un degré de dégradation de la situation qui humilie l'autorité de l'État. Les tensions devraient rester vives dans les prochaines semaines. L'Assemblée nationale examine le projet de loi El Khomri dès demain. Dans le reste de l'actualité, les coulisses des négociations du TAFTA révélées par le journal Le Monde. Il publie les documents que Greenpeace a pu se procurer. L'ONG s'inquiète de voir notamment disparaître la notion de principe de précaution. Les explications de Géraldine Bavoileau. 3 ans après le début des négociations, Greenpeace a réussi à se procurer des documents confidentiels sur le projet de libre-échange transatlantique. Négocié dans la confidentialité, le contenu de ce traité commercial entre les États-Unis et l'Union européenne est désormais public. Et d'après le directeur de Greenpeace, le document confirme ses craintes. La nouveauté, c'est la position des Américains. Jusque-là, on connaissait à peu près la position de l'Union européenne sur ce grand traité transatlantique. Cette position nous inquiétait déjà parce qu'on avait le sentiment que l'Union européenne était prête à des renoncements sur des règles, des normes qui protègent notre santé, qui protègent notre environnement en Europe. Et là, on découvre à la lecture de ces documents que les Américains sont absolument intransigeants là-dessus, ne veulent pas en fait négocier, mais veulent simplement imposer leurs normes comme étant équivalentes à celles qui existent dans l'Union européenne. Les principales inquiétudes de l'ONG portent sur la protection de l'environnement et du consommateur. Le principe de précaution, qui permet de refuser certains produits au nom de la santé ou de l'environnement, ne serait plus garanti. Après 12 tours de négociation, chacun campe sur ses positions. Pour Philippe Dallier, si les négociations n'avancent pas, le TAFTA n'aboutira pas. Si les États-Unis ne changent pas de point de vue, oui, c'est très mal parti. Donc après, ça sera à eux de choisir. Donc il est certain que l'Europe, je l'espère, n'a pas l'intention de céder aux exigences des Américains telles qu'elles sont définies dans ce document. Greenpeace espère que la publication de ces documents va permettre de lancer un débat public. Le gouvernement avait déjà émis ses réserves quant à la signature de ce traité et l'horizon d'un accord fin 2016 semble encore s'éloigner. Après EO, la gauche, le Parti socialiste part en campagne pour dire que tout n'est pas mauvais dans la politique menée par la gauche depuis l'élection de François Hollande en 2012, sur fond de fortes divisions à gauche. Flora Sauvage. Les idées reçues, ça suffit. À l'aide de 5 clips et de 60 cartes postales, à la gloire du gouvernement, le Parti socialiste entre en campagne. Face à la multiplication des initiatives pour reconquérir l'électorat de gauche, le PS veut jouer son rôle, au risque de brouiller le message. Nous ne sommes pas ici pour la parole unique et donc que chacun, dans ses responsabilités, décline ce en quoi il croit aujourd'hui. Ce qu'il a fait, ça me semble être une bonne politique, à partir du moment où on est dans la cohérence, où ça ne donne pas une image de désordre. C'est l'heure de la reconquête au Parti socialiste. À 1 an de l'élection présidentielle, le premier secrétaire du PS a défendu ce matin devant la presse le bilan du gouvernement. Il était accompagné de Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Loin du mea culpa, Jean-Christophe Cambadélis préfère voir le verre à moitié plein. Ce que nous disons, c'est que tout n'est pas parfait. Mais il est faux de dire que tout a été mal fait. Après le mouvement EO la gauche de Stéphane Le Foll, c'est au tour du Parti socialiste de lancer sa campagne de communication. L'objectif est le même, vanter la politique du gouvernement. Opération de communication pour les uns, vrai bilan de la refondation de l'école pour les autres. Pendant 2 jours, le gouvernement va tenter de reconquérir le monde enseignant en défendant la réforme de l'éducation mise en place depuis le début du quinquennat de François Hollande. On voit tout de suite ce reportage de Sandra Cerquera. Ils ont choisi de se montrer ensemble, 3 ministres de l'éducation du quinquennat Hollande, histoire de prouver que le camp socialiste est soudé lorsqu'il parle éducation. L'objectif de ce colloque sur la refondation de l'école, faire le bilan et défendre ainsi les réformes réalisées depuis 2012. Que vous preniez la réforme des rythmes scolaires qui a fait beaucoup couler d'encre, que vous preniez la réforme du collège qui en a fait couler aussi, que vous preniez la réforme de l'éducation prioritaire. Toutes ces réformes, évidemment, modifient les organisations des acteurs en présence. Et donc, par définition, elles sont difficiles pour beaucoup d'entre eux. Des réformes difficiles à accepter par une grande partie du corps enseignant, déçus du gouvernement, malgré les créations de postes. À l'extérieur, les syndicats enseignants ne mâchent pas leurs mots, dénonçant même une opération de com.
Nous n'avons pas pu rencontrer la ministre depuis plus d'1 an, qui occulte véritablement la parole des enseignants. C'est de la mise en scène. Je veux dire, il y a certains établissements qui n'ont pas les moyens de travailler, là on dépense de l'argent là-dedans. Pourquoi ? À 1 an de la présidentielle, ce colloque a tout l'air d'une tentative de reconquête. Une augmentation de la prime accordée aux professeurs des écoles a été annoncée. Manuel Valls devrait en préciser les contours demain lors du discours de clôture. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités aujourd'hui. Françoise Laborde, bonsoir. Vous êtes sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Yves Pozzo di Borgo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC de Paris. Merci d'être avec nous. Et j'accueille également Xavier Naud. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Et vous connaissez bien ce texte sur la refondation de l'école puisque vous avez publié un avis au titre du CESE sur cette question en 2013. Françoise Laborde, ces assises de la fondation de l'école, on l'a vu, ça va durer 2 jours. Est-ce que c'est une opération de communication du gouvernement ? Alors je dirais non, parce que je pense que c'est important de le faire. Ce qui est peut-être un effet de communication, c'est d'avoir les 3 ministres. Mais on est ravis de les avoir tous les 3, puisqu'ils ont participé chacun à leur niveau, avec quand même comme point de départ Vincent Peillon. Donc moi, bon, je n'appellerai pas ça que de la com. J'espère qu'il va en sortir quelque chose, puisqu'on peut quand même voir, moi j'ai participé donc à l'époque à ce vote de la loi sur la refondation de l'école. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en avant, et je crois aujourd'hui que c'est bien de faire un bilan. Alors après, qu'il soit présidentiel, chacun en pense ce qu'il veut. Ouais. Yves Pozzo di Borgo, est-ce qu'on peut réellement parler de refondation de l'école depuis l'accession de François Hollande au pouvoir ? Est-ce que c'est le mot qui vous vient à l'esprit quand vous mesurez les politiques éducatives mises en place ? Non, je riais parce que quand ma collègue disait c'est pas l'opération de communication, moi je pensais oui, mais en même temps, et je réponds à votre question, c'est bien que l'on parle de l'école, c'est bien qu'il y ait communication sur l'école, et c'est vrai que le mot refondation, c'est un peu excessif pour la réalité des choses, parce qu'on a un système éducatif qui est quand même un énorme système éducatif, qui a des qualités, et en fait, on se rend compte que les hommes changent très peu de choses. C'est petit à petit que se font les choses, les réformes sont toujours très lentes. Et curieusement d'ailleurs, les réformes les plus critiquées restent, sauf une ou deux que j'ai en tête, et là, bon... Le gouvernement fait sa com, il dit c'est une énorme refondation. C'est pas vrai. Il y a une évolution des choses, parce qu'il faut adapter le système éducatif au monde moderne. Il ne faut pas oublier quand même que dans le classement PISA, nous sommes que les moyens et nous régressons, que sur les inégalités, nous sommes vraiment très mal perçus. Et surtout aussi, il y a un des problèmes, je crois, fondamental, là qu'on ne l'a pas vu, on commence à le voir, parce qu'il va y avoir l'enseignement du codage qui va être fait dans l'école. C'est qu'actuellement, nous formons des enfants qui vont être pratiquement dans le monde actif jusqu'en 2060. Or, à partir de 2020-2030, on sait très bien que l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de choses. Et on n'a pas fait les réformes nécessaires pour s'adapter à cette intelligence artificielle. Ouais. Et là, il y a quelques efforts. Il y a quelques efforts, mais ce n'est pas suffisant. On va y venir quand dans vous le pensez détail. qu'en Californie, dans le c'est débat. depuis... Xavier Naud, on ne vous a pas encore entendu. Justement, où en est-on vraiment de cette refondation de l'école ? Quel est, vous, le bilan que vous tirez ? Bon, je crois que c'est peut-être un peu tôt pour faire un bilan, d'autant qu'en matière éducative, effectivement, on est sur un temps long qui n'est pas le temps politique, qui n'est pas le temps médiatique. Je sors effectivement de cette manifestation. Quelqu'un a demandé à la directrice de l'enseignement scolaire quels étaient les résultats déjà de des nouveaux programmes en maternelle. Et elle a répondu à juste titre qu'ils viennent en application à la rentrée prochaine. Donc on en parle tellement qu'on a l'impression que c'est déjà ancien. Je crois que on est sur le temps long. Après, je ne sais pas si c'est une opération de com, il ne m'appartient pas de le dire, mais c'est peut-être pas le temps du bilan, c'est peut-être le moment où il faut de temps à autre remettre en perspective l'ensemble de ces réformes. Voilà. Et ce dont on souffre souvent, c'est d'avoir des mesures éparpillées, qui sont éparpillées en elles-mêmes ou qui ne le sont pas, mais dont la population et les agents de l'éducation nationale également ne voient pas le sens. Et quand on ne voit pas le sens d'une action, eh bien on y va à reculons. Or, rien ne se fera bien sûr sans les acteurs. Et donc je crois que si cette opération de ces 2 jours, ou d'autres peut-être plus régionales, peuvent aider à donner du sens à tout cela, parce que je crois qu'il y a du sens effectivement, alors ce serait réussi. Oui, Françoise Laborde s'était rappelée sur ce plateau, il y a toujours ce classement PISA et la France est toujours mal classée avec ces inégalités qui se renforcent. Il y a toujours
en France une corrélation entre milieu social, performance scolaire. Là aussi, est-ce que les mesures mises en place depuis 2012 apportent une réelle réponse à ces difficultés? Je crois que c'est là où on a encore beaucoup à faire, puisqu'on voit bien que sur les cartes scolaires, elles sont un petit peu bougées. On essaye de faire 2 pas en avant, mais hélas, la structuration des quartiers fait que c'est aussi 3 pas en arrière, parce qu'il y a quand même, et on ne peut pas le nier, certains quartiers, on dira, dits défavorisés. Et dans ces quartiers-là, il faut amener beaucoup de personnel supplémentaire, beaucoup de moyens, mais aussi une mixité. Et cette mixité pouvait se faire ou peut se faire grâce à une carte scolaire ou à des activités qui permettent à certaines familles de rester. Et c'est là où on a encore beaucoup de mal. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même tendance à voir que les inégalités sociales, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire, comme vous, monsieur, sont confortées, hélas, ou même accentuées par donc l'école, mais en tout cas, c'est sûr qu'elles ne sont pas diminuées. Ça, c'est un raté, Yves Zodi-Borgo, dans la refondation de l'école. On ne s'est pas attaqué à cette question de la carte scolaire suffisamment. C'est pas attaqué, c'est un sujet difficile. C'est un sujet qui est social et donc l'école n'est que l'expression de ce qu'est dans nos sociétés. C'est pour ça que c'est pas... Moi, je peux bien critiquer, je suis de l'opposition, mais globalement, c'est un problème que, même quand on reviendra au pouvoir, nous aurons. Moi, par contre, je voudrais insister sur une chose. Je reviens sur l'idée de l'adaptation de notre système éducatif à l'intelligence artificielle. Je vous assure que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Les Américains l'ont compris en Californie bien avant nous. On commence et c'est une bonne chose. Mais je prends l'exemple des enseignants de mathématiques. J'étais avec Villani, le médaille Fields. On a des très bons mathématiciens. Mais il nous dit, mais le problème, ou Slotin, qui est un de mes amis, qui était professeur à MIT de Boston, il dit, mais le problème, c'est que le niveau des mathématiques en France régresse parce que les professeurs de mathématiques préfèrent aller dans les entreprises et autres, ils sont mieux payés. Et on a un problème, il faut qu'on ait le courage de le poser. Il faudrait bien que l'on paie ces professeurs de mathématiques pour que notre niveau de mathématiques, qui a diminué dans les lycées, les collèges et même dans nos grandes écoles, que le niveau de mathématiques retrouve ce qu'il avait. Et là-dessus, je crois qu'il faut avoir le courage. Le problème, c'est que notre système est tellement lourd, il faut avoir le courage de dire, écoutez, les professeurs de mathématiques, il faut qu'ils soient payés beaucoup plus. Comme d'ailleurs les professeurs des écoles. Et là, je suis d'accord. Voilà. Les professeurs des écoles, on sait qu'il y a cette revalorisation, ce coup de pouce financier qui sera annoncé demain avec un alignement de leurs primes. Là, est-ce que vous y voyez un argument électoraliste, Xavier No, ou est-ce que c'était aussi une revendication de longue date? Je ne suis pas le politique de l'affaire, donc je ne sais pas si c'est électoraliste ou pas. On ne m'empêchera pas de penser que ça peut jouer, bien sûr. Il n'en reste pas moins que c'était bien utile. Bien sûr. Et que je ne vois pas pourquoi les enseignants de secondaire bénéficiaient d'une indemnité à un montant donné et que ceux du premier degré avaient une indemnité du même nom, mais largement réduite. Sauf à penser que l'enseignement primaire serait inférieur au secondaire en dignité ou que sais-je. Et voilà, ce qui n'est absolument pas le cas, au contraire. Et quand on parle de refondation, je reviens un peu sur ce que vous disiez, je crois que c'est... Ça fait depuis, je dirais, l'époque gaulliste, en gros, où on avait besoin de dégager énormément d'élites et d'enseignement supérieur avec l'industrialisation de la France, les 30 Glorieuses. Et depuis les années de Gaulle, on a énormément mis le paquet, je vais dire, sur le lycée et l'enseignement supérieur. Je ne dis pas qu'il faut les oublier, mais sans doute a-t-on un peu négligé... Le socle commun, la base. La base, le fondement. En ce sens-là, le fondement qui est le primaire et le collège. Et alors, si vous me permettez, quand même, sur cette question de mixité, une anecdote très très rapidement. Le jour où j'ai présenté, la veille du jour où j'ai présenté un premier avis sur les inégalités à l'école, votre actuelle collègue Marie-Noëlle Lienemann, qui était à l'époque la mienne au Conseil économique, présentait un rapport sur la réforme de l'ANRU. Et dans les travaux préparatoires, dans ma section, tout le monde disait, tant que la politique de la ville ne fera pas ce qu'il faut, nous à l'école, on ne pourra rien faire. Et eux disaient, tant que l'école ne fera pas grand-chose, nous, on ne pourra rien faire. Autant dire qu'effectivement, tout est lié. Effectivement. Tout est absolument lié. Si l'on veut résorber quelque peu ces inégalités à l'école, parce qu'effectivement, c'est en France que ça pèse le plus, et il faut, me semble-t-il, tordre le cou à cette idée que faire réussir tous les élèves par plus de mixité scolaire dans la classe ferait baisser le niveau. Toutes les études et toutes les expériences étrangères montrent l'inverse. Et donc, c'est en faisant monter le plancher qu'on fera monter le plafond. Il y a toujours effectivement ces inquiétudes de nivellement par le bas, et notamment aussi en ce qui concerne les programmes, et vous le disiez à la fois, d'avoir le socle commun acquis dès l'école primaire et le collège. Quelle est la réponse là que vous pouvez apporter, Françoise Laborde, puisqu'on voit bien la difficile mise en place notamment de la réforme du collège?
Alors la difficulté de la réforme du collège, je pense qu'elle se situe à plusieurs niveaux. C'est vrai que nos professeurs n'ont pas ni l'habitude ni l'envie d'enseigner plusieurs matières. Donc c'est vrai que ça peut poser un problème. Le décret Robien qui a été retoqué par Sarkozy. Et donc ça, c'est vraiment une erreur difficulté, parce que c'est vrai que dans certaines matières, il peut y avoir 2 professeurs. Quand on fait de l'histoire-géographie, on peut avoir aussi avec soi un professeur de lettres. Et donc il y a plusieurs moments importants où je pense que d'avoir 2 professeurs, ça permet un complément, ça permet aussi d'avoir une certaine assurance, parce que dans certaines classes, selon les matières ou juste une petite partie du programme, on peut aussi être content d'être 2. Et je pense que c'est important. Donc il y a tout cela et aussi tout ce qui s'est dit autour des classes bilingues et le latin et le grec, cette façon de penser. Est-ce que c'est un faux procès qu'on a fait au gouvernement sur ces questions, selon vous? Je pense que oui. Moi, je ne pense pas. Là-dessus, alors, je crois qu'on a deux avis différents. Parce qu'il faudrait peut-être amener du latin et du grec, ou de la culture, à des enfants ou à des familles qui n'avaient même pas imaginé que cela pourrait leur être présenté. Donc ça, je pense que c'est important, parce que quand même, dans cette transversalité au niveau des programmes, il peut y avoir ce genre de choses. Alors, c'est vrai qu'on s'est aussi un petit peu omnubilé sur le sujet des classes bilingues, puisqu'elles ont été, on est revenu un peu notamment en sur la question de l'enseignement de l'allemand. Voilà. On sait que et il n'y a pas que l'allemand. Voilà, je crois qu'il y a des tensions fortes aussi sur des régions. Bon, il y a l'allemand, mais aussi dans des régions où on n'apprendrait pas l'allemand. Je vais vous dire, Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, nous on a Airbus. Et je ne vois pas pourquoi d'un seul coup on n'apprendrait plus l'allemand. Donc c'est compliqué. Et on reste un petit peu... Bon, voilà, sur des... Sur cette affaire allemand, c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais inspecteur général, j'avais consigne du gouvernement, il faut à tout prix développer l'allemand. Et je supervisais une université, un rectorat dont le recteur insistait énormément. C'était un agrégé d'allemand, il insistait. Seulement, on se rendait compte que les parents choisissaient quoi? Ils choisissaient l'espagnol et l'anglais. Et donc, c'est vrai qu'on mettait beaucoup d'argent dans les collèges, dans les lycées, mais que c'est pas aussi évident que ça. Pour en revenir simplement, si je peux me permettre, à la réforme, moi, j'ai eu tendance à penser que c'est pas plus mal qu'il y ait une appréhension du latin par tout le monde, notamment pour aller contre cette inégalité. Mais après, moi, je crois qu'il est nécessaire que cet enseignement du latin, comme cet enseignement de l'allemand, qui sont des langues difficiles, ou d'autres langues, comme le chinois ou autres, qui peuvent arriver d'ailleurs dans le processus d'enseignement, eh bien là, je crois qu'il faut rentrer dans une logique, au contraire, de compétitivité. Et que quelqu'un qui... Actuellement, on a 6 millions de chômeurs. C'est une grande raison aussi pourquoi il y a ces inégalités. Parce que quand vous êtes enfant de chômeur, je vous assure que c'est pas simple. Même si vous êtes à l'école, vous avez des difficultés, vous ne le dites pas. 6 millions de chômeurs, c'est aussi les conséquences d'une politique. Et que donc, on a besoin d'avoir, si vous voulez, de permettre à tous ces enfants de chômeurs de travailler et d'avoir accès à des choses qui sont même difficiles. Et ça, c'est un peu le pari. C'est là où on a une légère différence avec toi. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose justement d'écouter François Hollande qui vient tout juste de s'exprimer en direct du Palais Brongniart. Il tire lui-même le bilan de cette refondation de l'école. On l'écoute. La refondation de l'école n'était pas simplement une priorité pour l'école. Ce n'était pas simplement une mission pour le quinquennat. C'était d'inscrire cette volonté d'une école de la réussite pour longtemps. Ce que j'ai voulu faire à travers la refondation de l'école, c'est permettre la réussite pour tous. Nous avons connu l'école pour tous. Ça a été finalement le grand enjeu. Et de ceux qui, au XIXe siècle, Jules Ferry, puis même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont voulu la démocratisation de l'école et d'une certaine façon l'ont réussi. La République a réussi l'école pour tous. Mais ce que nous voulons, c'est la réussite pour tous. Donc la refondation de l'école, c'est de répondre à l'objectif de la réussite pour tous, ce qui veut dire la qualité, le savoir, la connaissance, ce qui veut dire l'égalité, permettre qu'il y ait des chances pour ceux qui ont le moins par le déterminisme social, et puis enfin qu'il y ait une génération qui puisse être disponible pour les métiers de demain.
On vient d'entendre Xavier No, le chef de l'État, qui parlait de cette volonté de réussite de l'école pour longtemps. Est-ce que les mesures mises en place depuis 2012 vont suffisamment jusque dans le long terme, On en parlait, il y a eu la réforme du collège, alors à partir de septembre. Il y a eu aussi beaucoup de temps passé autour de cette question des rythmes scolaires. Ça a beaucoup cristallisé le débat lors des premières années du quinquennat. Et puis aussi sur la formation des enseignants, on le rappelle, qui sont passés de l'IUFM aux SP. Ça a été difficile aussi, toutes ces questions à mettre en place. Oui, que le président souhaite que cette réforme soit bénéfique pour longtemps, je lui en sais gré. Tant mieux. Et tout le monde le souhaite, bien entendu. Je pense que les mesures qui sont prises dans la suite de la loi de la refondation vont dans le bon sens. Elles ne seront sûrement pas suffisantes, elles doivent encore faire leurs preuves. Il me semble qu'elles vont dans le bon sens. Si l'on veut justement à la fois une école plus efficace, parce qu'il s'agit effectivement que l'école produise des enfants qui deviennent plus tard des gens bien insérés dans la société, de bons citoyens, j'allais dire, et des gens économiquement aptes à travailler, et en même temps qu'elle réduise les inégalités. Et en cela, l'insistance mise sur le socle commun, qui ne date pas de cette loi-là, qui a été antérieurement adoptée, me paraît très importante. Toutes les études... Je prends un exemple. L'Allemagne, qui avait un système de sélection très précoce, au niveau quasiment de la 6e ou de ce qui est la 6e chez nous, a eu ce qu'ils ont appelé chez eux le choc PISA, parce que ça avait révélé qu'ils étaient très mauvais, et que ça venait essentiellement de cette sélection très précoce, de cette orientation très précoce. Et ils sont en train progressivement de renverser la barre, pour une bonne partie des élèves, en arrêtant, alors ça demande de nouvelles structures, d'autres collèges uniques en somme, mais ils sont en train de faire ça, et ils touchent déjà les dividendes. Et donc il faut, je crois, jusqu'en fin de 3e, qui est à peu près l'âge de la scolarité obligatoire, début de seconde pour les autres, faire un ensemble de cette école élémentaire. L'école élémentaire, à l'époque, c'est l'école qui s'arrêtait quand la plupart des élèves arrêtaient. Aujourd'hui, l'école élémentaire, elle s'arrête en 3e. Je crois qu'il faut bien se dire cela. Et alors, concernant la formation des enseignants, non, les ESPE n'ont pas pris la suite des UFM. Ils ont pris la suite du vide, puisque ça avait été arrêté à un moment donné. J'imagine pas qu'un conducteur de train puisse piloter un train sans formation. Et c'est encore plus compliqué peut-être pour piloter une classe. Et je crois que l'une des difficultés, je rebondis sur ce que vous disiez, Madame Laborde, tout à l'heure, les enseignants du second degré forment un corps d'enseignants de collège et lycée, et ils sont essentiellement disciplinaires, ils ont une culture disciplinaire. Toujours décrire bien. Autant cela, oui. Tout cela peut avoir sa légitimité dans les lycées, où là, une orientation est déjà faite, et on est déjà... Mais en collège, effectivement, cette logique disciplinaire doit être prise. Alors, c'est pas évident d'enseigner à un enseignant de maths qui se vit souvent non pas comme un prof de maths, mais comme un mathématicien. Il y a un enseignant d'histoire-géographie comme un historien ou un géographe. De lui demander d'enseigner plusieurs disciplines. Mais je crois qu'on confond également souvent la comment ça s'appelle la bivalence des enseignants, la trivalence, on confond ça avec un travail articulé entre différents enseignants de différentes disciplines. Et il me semble que la réforme des collèges va dans ce sens. Elle ne prend pas de front cette question qu'on ait moins d'enseignants pour un petit 6e qui est habitué à l'institut. OK, mais c'est cette articulation-là que la réforme devrait permettre. Françoise Laborde, on arrive bientôt au terme de ce débat. On sait que certains syndicats ont boycotté ces assises de l'école aujourd'hui. Ils disent que c'est la communication, qu'il n'y a pas vraiment de changement sur le terrain. Et c'est le sentiment, finalement, de déception qui domine chez les enseignants. Est-ce que François Hollande peut encore reconquérir cet électorat classé à gauche ? Moi, là, vous savez, sur certaines choses, je me situe au niveau électoral, sur d'autres un petit peu moins. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant et le devenir de ces enfants. Comme vous disiez, chers collègues, c'est les enfants qui vont travailler jusqu'en 2060. On ne peut pas faire abstraction d'éventuelles arrière-pensées électoralistes. C'est vrai, on ne peut pas faire abstraction. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points qui vont évoluer parce que ça évolue pas du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est en testant, vous savez très bien que c'est pas parce qu'on a décidé comme ça, d'un claquement de doigts, que ça devait se faire, que ça va se faire. Parce qu'il y a tellement de milliers d'écoles et de professeurs et d'élèves que tout le monde ne va pas se mettre en ordre de marche en même temps. Donc il y a un temps déjà de décalage entre les uns et les autres. Et je pense que la dynamique d'entraînement, si on voit que ça fonctionne, etc. Ce qui va donner un petit coup de pouce, c'est la prime dont on parle, il faut être honnête. L'argent peut avoir un petit côté incitatif. Mais je pense quand même, je crois dans le système et dans les enseignants
qui travaillent quand même pour un meilleur avenir, bien sûr le leur, mais celui de leurs élèves. Donc moi, je suis toujours très optimiste quand il s'agit d'enseignants. Yves Pozzo-Di-Borgo, sur cette question de divorce, peut-être historique, entre la gauche et le monde enseignant, avec un sentiment de déception très fort qui semble dominer. Je pense que le mot refondation est trop fort par rapport à l'adaptation du système. Je crois que c'est là, bon, comme à chaque fois c'est normal, le président fait la communication, il est en pleine campagne, il veut se faire élire. Je crois que le mot est trop fort. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être. Le système éducatif est un grand système, il essaie d'adapter régulièrement, et c'est normal qu'il évolue, même s'il évolue lentement. Et là, ce mot refondation, moi, ça me choque un peu. Bon, c'est là où je disais que c'est la communication. Mais en fait, c'est bien de faire évoluer les choses, c'est bien d'en discuter, c'est bien de le mettre sur la table. Vous parlez du salaire des enseignants, mais quand je pense que le salaire moyen d'un enseignant en Finlande, c'est 5 000 €, moi j'aimerais bien que tous nos enseignants, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même eux qui font le pays. Eh bien, merci beaucoup Yves Pozzo-Di-Borgo. Merci Françoise Laborde, merci Xavier Naud d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour son émission On va plus loin et le point sur l'actu avec Paul Bouffard. Bonne soirée, à demain.